Bonsoir à toutes et à tous. À quelques hommes, ça fait plaisir. On est attendus quelques hommes. Alors, qui aurait cru que les maladies cardiovasculaires étaient la première cause de mortalité chez les femmes, loin devant le cancer? Ou encore que les risques d'affection cardiaque étaient présents tout au long de la vie d'une femme? Face à ces constats, et pour lutter contre des stéréotypes encore très présents, la prévention prend une place toute particulière, comme nous le verrons dans la discussion qui réunit autour de la table 5 intervenants de qualité. Je remercie déjà. Prévenir des décès liés aux maladies cardiovasculaires chez les femmes, c'est aussi la mission que s'est donnée la Fondation Agir pour le cœur des femmes, qui a été créée en 2020 par Claire Mounier-Veillé et Thierry Daillon, qui sont là. Et dont Laurence Vigneault a repris les principes pour mettre en place ici, à l'hôpital de la Tour, plusieurs projets liés à la prévention. Une action dont elle va nous dresser à présent les principaux contours. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Laurence Vigneault. Je suis responsable de 3 unités cardio-pulmonaires à l'hôpital de la Tour, où je travaille à peu près depuis une dizaine d'années. Et je suis ravie de vous accueillir en préambule à cette conférence qui va toutes et tous vous intéresser et qui sait peut-être changer, si ce n'est votre vie, la vie de quelqu'un qui vous est proche. Donc à la Tour, c'est bon. Ok, j'ai le pouvoir. Donc, à l'hôpital de la Tour, on mène un projet qui s'appelle la Tour Hôpital Cœur des Femmes et dont je vais vous parler maintenant. Donc, à l'origine de ce projet, Sylvie Lauzon l'a dit, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en général et la première cause de mortalité des femmes dans le monde, mais aussi en Suisse. Et c'est pas anodin, c'est quand même près de 11 000 décès par an, et c'est la première cause de décès maternels, c'est la troisième cause d'hospitalisation, et pour vous situer, ça touche une femme sur 9 avant 65 ans, et une femme sur 3 ensuite. Donc c'est vraiment pas anodin. Donc, ce qui m'a frappé au départ, avant ce projet, c'est que non seulement c'est la première cause de mortalité chez la femme, c'est la deuxième chez l'homme, c'est un tiers des décès, c'est quand même juste énorme. Et puis, j'ai vu ces chiffres. Donc, en haut, sur la première ligne, vous retrouvez le nombre de décès dont je vous ai parlé. Donc, 11 000 pour toutes les maladies cardiovasculaires chez la femme et 10 000 chez l'homme. On est à peu près équivalent. En pourcentage des hospitalisations, on est aux alentours de 10%. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, dans le cas des accidents coronariens aigus ou infarctus du myocarde, on a un nombre de décès qui est supérieur chez l'homme parce que, eh bien, il y a une répartition, il y a à peu près 65% d'infarctus qui sont chez les hommes et 35% chez les femmes. Mais si on ramène en pourcentage, on a 11% de décès chez l'homme et 15% quasiment chez la femme. Et on est à Genève. Ça, c'est dans le canton de Genève. C'est pour toute la Suisse et c'est valable également à Genève. Donc, ces chiffres ne sont pas anodins du tout parce que c'est aujourd'hui et que c'est ici. Et de fait, ce sujet me touchant particulièrement m'a permis d'avoir l'immense privilège de rencontrer Thierry Daillon et Claire Mounier-Veillé, dont Sylvie Lauzon va vous parler tout à l'heure, qui sont tous les deux cofondateurs de Agir pour le cœur des femmes, en fait, une fondation dont on va vous parler ultérieurement, et dont le but, c'est que cette situation-là, elle s'arrête et qu'elle ne se pérennise surtout pas. De fait, ensemble, ils sont venus ici en mars 2021 et puis ensemble, au départ, voici ceux qui les ont accueillis et les médecins que vous voyez ici ont été les premières à répondre présents et à initier ce projet. Donc, ce projet, eh bien, avec Agir pour le cœur des femmes de l'hôpital de la Tour, on a signé une convention et puis on a bâti quelque chose dont je vais vous parler maintenant. Donc, voici notre projet qui est certes dans la prévention pour dépister ne serait-ce que les facteurs de risque cardiovasculaire, donc déjà avant que la maladie ne soit avérée, de détecter lorsqu'il y a une décompensation en muqueuse comme l'infarctus par exemple, et ensuite de traiter parce que chez l'homme, tout ce qui a été fait et tout ce qui a été recommandé jusqu'à présent, il a été principalement chez l'homme. Toutes les grandes séries cliniques qui sont utilisées pour les recherches comprennent 70% d'hommes, attendez juste temps que ça change. Donc voici notre projet. Dans le dépistage,
On cherche à former, informer, à dépister, à agir et puis à suivre les gens qu'on dépiste. Et qui on cherche à former, informer, ce sont les soignants, ce sont les patients et ce sont ceux qui ne sont pas des patients, qui sont monsieur et madame tout le monde. On cherche à détecter la même chose, on cherche à former, informer le patient, le soignant, et puis celui qui n'est pas encore malade, parce que vous pouvez tous être témoin d'un accident coronarien aigu. Et dans le traitement, que ce soit le plateau technique, la médication, la réhabilitation, ou dans mon service, on a 80% d'hommes et 20% de femmes. Ça veut dire que même dans le traitement, eh bien, les femmes sont sous-représentées. Et puis le suivi. Donc, on a mis en place pas mal de choses ces 18 derniers mois. Je vais vous montrer quelques extraits. Donc, cette roue-là, donc ce projet, on voudrait ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, évaluer pour savoir si est-ce que ça marche. Et si ça marche, eh ben, arriver à l'exporter pour qu'il soit copié. Donc, on a constitué un groupe pluridisciplinaire qui sera notre task force et qui va faire le bilan de cette année écoulée et puis préparer l'année prochaine. On a nommé une ambassadrice qui, après l'initiation du projet, a été la première femme de 50 ans qui n'avait pas des symptômes typiques qu'on décrit, mais qui sont que des symptômes masculins, qui était présentée aux urgences. Elle a été détectée grâce à nos équipes. Et de fait, on lui a demandé d'être notre ambassadrice. On a monté tout un projet de formation des soignants, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, ou qu'ils soient aides, ou qu'ils soient physiothérapeutes. On a fait, en collaboration avec la Chine pour le cœur des femmes, des affiches et des flyers qu'on va distribuer dans les cabinets, dans les urgences pour apprendre les signes de l'infarctus chez l'homme et chez la femme, puisque les signes de la femme ne sont pas connus. On a monté un outil de dépistage qui est la simulation d'une artère avec tous ces petits diamètres que vous voyez, qui sont chacun un facteur de risque cardiovasculaire. Et on a monté des journées de dépistage. Aujourd'hui, le soir de la journée, on a dépisté 100 patients et on compte bien pérenniser ceci. On organise des conférences pour les médecins et puis pour le grand public, comme c'est le cas aujourd'hui. On écrit des articles, enfin on essaie de publier à la fois pour la population médicale et à la fois grâce au temps pour la population générale. Et enfin, parce que on s'est dit, nous, on veut être exemplaires, on a monté un projet de dépistage de toutes les femmes de notre entreprise qui va démarrer au 1er novembre. On aimerait exporter le concept dans toutes les entreprises ensuite. Ça ne nous empêchera pas de dépister les hommes également. Je veux dire, on va faire un dépistage genré et on va commencer dès novembre 2022 par toutes les femmes de la tour qui ont plus de 40 ans, soit à peu près 400 personnes pour se voir sur une année. Et on ouvre le 1er décembre une consultation de dépistage de facteurs de risque cardiovasculaire avec ces partenaires. Voilà, donc pas mal de choses et puis encore beaucoup en 18 mois, beaucoup de choses à venir. Et je vais laisser la parole à nos experts qui vont parler de cet accompagnement des femmes selon. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurence. Alors avant de vous présenter les intervenants de ce soir, je pense qu'il est important juste de vous préciser que vous êtes vraiment les bienvenus à poser des questions. Donc n'hésitez pas tout au long de la conférence. Vous pouvez vraiment, n'attendez pas la fin. Si vous voulez intervenir ou poser une question en lien avec ce dont on est en train de discuter, vous êtes vraiment les bienvenus. On vous passera juste un petit micro qui n'a pas l'air d'un micro, mais ça va capter, ça va pas projeter votre voix, mais ça va juste capter votre voix pour l'enregistrement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je le pose là en attendant. Voilà, alors je vais peut-être commencer à vous présenter de gauche à droite, comme ça, voilà, c'est dans l'ordre. Donc, maintenant on a Laurence Vigneault aussi, mais un peu à la droite de la gauche, je ne sais pas lui dire non. Alors, Claire Mounier-Veillé, vous êtes cardiologue, ancienne présidente de la Fédération française de cardiologie, professeure des universités en médecine vasculaire à l'Université de Lille. Vous avez cofondé avec Thierry Drillon la fondation Agir pour le cœur des femmes en 2020 et mis en place le premier centre Cœur des femmes.
Ensuite, Nicole Jastrow-Meyer, vous êtes gynécologue obstétricienne, spécialiste en médecine fœtomaternelle, private docent à la faculté de médecine de Genève, médecin associé dans l'unité de médecine fœtale du service obstétrique des HUG et co-directrice du centre de médecine fœtomaternelle à l'hôpital de la Tour. Antonella Valli-Toncrousi, vous êtes spécialiste en gynécologie et en obstétrique et médecin-chef de la maternité de l'hôpital de la Tour. Agnès Dittisheim, j'espère que je n'écorche pas la prononciation de vos noms, n'hésitez pas à me dire si jamais. Vous êtes spécialiste en médecine interne générale et en médecine maternelle, chargée de cours à la faculté de médecine de l'Université de Genève, où vous enseignez entre autres la prévention cardiovasculaire chez les femmes, avec comme domaine d'expertise la prééclampsie. On reviendra, ne vous inquiétez pas, sur ce terme. Et vous êtes co-directrice du centre de médecine fœtomaternelle de l'hôpital de la Tour. Et enfin, Thierry Drion, le seul homme du panel. Je crois qu'en plus, je vous cache. Il faudrait que je me Ils vont cacher. Oui, non, mais... vous êtes cofondateur de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Alors, ça n'est qu'un petit bout de votre curriculum vitae, parce que sinon, on aurait pour la soirée, je pense. Ancien directeur général de Microsoft, ancien président de Cisco Europe et Monde, actuellement président de la Franco-British Chamber et administrateur d'entreprises en France et aux États-Unis. Voilà, ça c'était pour les présentations. Alors, comme on l'a un petit peu expliqué et comme Laurence vous l'a aussi évoqué dans sa présentation, il y a un certain nombre de stéréotypes encore autour des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Elles sont encore largement considérées, y compris chez certains médecins, comme des pathologies d'hommes. Et pourtant, on l'a dit, c'est la première cause de décès chez les femmes. Et elles sont responsables de 4 à 6 fois plus de décès que le cancer du sein. Alors, la question qu'on peut se poser en préambule, c'est en fait, pourquoi on en est encore là? Et pour ouvrir le débat, j'aimerais bien vous entendre, Agnès Dittisheim, sur... C'est moi qui lance les C'est vous qui lancez le débat. Bonsoir à toutes et à tous. Si je parle pas assez fort, dites-le moi, j'espère que ça porte jusqu'au fond de la salle. Elle a l'air de jouer. Elle a fait comme ça? Non? Pas Vous assez? entendez ou pas au fond? Plus fort? Bon. Oui. Ouais, ça va comme ça. La question du genre en médecine, en réalité, c'est une question extrêmement vaste. Donc je vais la prendre par un bout, puis on va pouvoir la dérouler après pendant la soirée. Quand on se pose la question des inégalités de genre dans la médecine, il y a des raisons historiques à ça, il y a des raisons sociétales à ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une période en plein mouvement et en changement par rapport à la question de l'équité de genre, mais la médecine ne fait bien sûr pas exception à ces inégalités de genre. Si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire de la médecine et qu'on réfléchit comment elle a été écrite, on se souvient qu'on est dans une société patriarcale qui est dominée par les hommes. Alors quand je dis hommes à l'heure actuelle, il faut préciser, c'est des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, qui sont dans des positions de domination par rapport à la femme, les animaux et la nature. Et puis, c'est bien sûr eux aussi qui ont écrit l'histoire de la médecine et qui l'ont faite. Et déjà à l'époque d'Hippocrate, tout ce qui a été décrit, ne serait-ce qu'au niveau anatomique, ça a été pris sur un masculin neutre, c'est-à-dire que la référence est la norme, c'est l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel. Jusqu'à la description anatomique, la femme a été décrite par défaut, c'est-à-dire par opposition à l'homme, même dans son anatomie, avec des théories les plus farfelues. Et d'ailleurs, dans l'évolution au fil des temps, on n'a pas été notamment aidé par Freud, où finalement, dans les théories, si on regarde même la théorie de l'embryologie, c'est-à-dire de comment sont formés les organes, quand on s'intéresse à la genèse des organes génitaux, il a toujours été décidé par les scientifiques masculins, hommes blancs, que le sexe par défaut était celui de l'homme et que finalement, si on devenait femme, c'était un tout petit peu par des aberrations de développement. Puis ils ont essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'au final on devenait femme, alors qu'en réalité, on se rend compte que la génétique est bien différente derrière. Donc, on part avec un point de départ où la normalité, c'est l'homme blanc, et puis de ça, on a découlé, on a bien observé depuis longtemps que les femmes, ça fonctionnait un tout petit peu différemment, mais on les a rendues pathologiques. Donc, on a créé très rapidement la gynéco-obstétrique pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, mais on a pathologisé d'ailleurs beaucoup de choses qui, au final, on s'est rendu compte qu'étaient purement physiologiques. Dans les années 80, qui a été un tout petit peu un tournant où on a commencé à se rendre compte que finalement, il y avait des différences qui étaient physiologiques chez la femme, bien sûr en lien avec les hormones, avec la constitution, physiologie rénale, physiologie cardiaque, physiologie hépatique, physiologie dans le métabolisme des médicaments. Il faut savoir quand même que les posologies sont établies pour un homme blanc de 70 kilos, ce qui ne s'applique pas forcément à la générale de la population. Et puis, qu'on a commencé à vraiment s'intéresser, à étudier un tout petit peu plus en profondeur les questions de différence de genre.
on a commencé à prendre conscience effectivement qu'il y avait un grand biais de genre dans la littérature, c'est-à-dire qu'une grande partie de la littérature était écrite par les hommes pour les hommes. On n'en est pas encore sorti. Et puis à commencer à vouloir faire un tout petit peu bouger les choses. Maintenant, ça, c'est un des pans de la problématique. C'est un peu comment ce qu'a été écrit toute l'histoire de la médecine et comment a été pensée la médecine jusqu'à présent. Puis maintenant, si on n'en est pas encore sorti, c'est que même en sachant ça, puis on va vous expliquer aussi les différences de présentation, les différences cardiaques, etc., même en ayant conscience, qu'on observe parce qu'on étudie encore plus, c'est que malgré tout, à l'heure actuelle, les femmes ne bénéficient pas des traitements dont ils ont besoin par rapport aux maladies cardiaques au même titre que les hommes, même quand la présentation des symptômes sont typiques, qu'elles bénéficient moins d'investigations poussées, où il y a plus de retard dans le diagnostic, elles bénéficient moins de mesures préventives, malgré des recommandations, même si elles remplissent les critères de recommandation. Et là, ce qui est soulevé, c'est un tout petit peu les stéréotypes de genre contre lesquels on doit lutter, où finalement on reste avec the brave man, l'homme héroïque, fort, and the emotional woman, la femme émotive, où souvent, quand elles vont arriver avec une plainte ou une consultation, elles vont avoir beaucoup plus de peine à se faire entendre et à se faire prendre au sérieux avec une large prescription de psychotropes profondément inutiles et elles doivent faire face de temps en temps encore à une résistance des soignants pour pouvoir faire entendre une plainte. Voilà, je m'arrête là. Par rapport aux psychotropes, juste pour préciser aussi, parce que j'ai entendu plusieurs fois des cas de femmes qui arrivaient avec ce qui était clairement des symptômes de pathologie cardiaque et qui ressortaient avec des anxiolytiques, ça veut dire des médicaments contre l'angoisse en fait. Ou contre le reflux. Oui. Parce que ça va ensemble. Le reflux, l'anxiété. L'initiative. La sciatique. On traite des artères pour des sièges. Après, il faut qu'on vous explique ces termes techniques. Absolument. On est vis-à-vis du grand public, donc il faut qu'on adapte. On adapte ce que tu dis, je te tutoie, hein, c'est extrêmement vrai. Pas plus tard que là, cet été, il y a une dame qui nous a écrit sur nos réseaux sociaux pour nous dire, grâce à votre communication sur les réseaux sociaux, donc en l'occurrence c'était LinkedIn, j'ai sauvé mon ami d'un infarctus du myocarde. Donc, c'était une dame pas du tout précaire, 13 CSC+, grosse fumeuse, 52 ans, qui avait les symptômes de l'infarctus, donc quand l'artère coronaire se bouche, et elle s'est présentée dans un grand hôpital parisien, qui a pignon sur rue, avec des universitaires, et là, elle s'est fait refouler cet été, on lui a dit, non, c'est rien, c'est la ménopause, c'est les bouffées de chaleur, vous êtes anxieuse. Elle est ressortie, effectivement, avec une benzodiazépine pour calmer le stress. Et sa copine lui a dit, mais non, tu fumes, tu as 52 ans, tu débutes ta ménopause, tes symptômes, je suis sûre, c'est un infarctus. J'ai lu les posts. Je rappelle le SAMU. Donc, elle a appelé le SAMU le 15 en France. Et là, elle a tellement insisté qu'ils sont quand même venus. Ils l'ont emmenée dans un autre hôpital dans la périphérie à Percy, donc dans l'île parisienne. Et la dame a été dilatée sur les 2 coronaires dans l'heure qui a suivi. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes aussi des colibris, qu'on va vous donner plein d'informations et que ces informations-là, il n'y a pas besoin d'être médecin pour sauver une vie. Si vous avez les bonnes clés, si vous allez sur les bons sites, eh bien, demain, à votre tour, vous pourrez sauver des vies. Et sinon, vous ne seriez pas là ce soir. On n'aurait pas fait toute cette route avec Thierry pour venir vous voir, pour prêcher, parce que finalement, on est tous convaincus ici, sur ce plateau, avec Thierry, puisque Thierry, vous avez compris qu'il n'était pas médecin, mais il aurait fait un excellent médecin. Ça, c'est sûr, il a un super sens diagnostique. Eh bien, si on est ici, là, ensemble ce soir, c'est pour comprendre qu'aujourd'hui, la santé, c'est notre santé, et vous devez vous l'approprier, et vous devez, travailler avec l'hôpital de la Tour pour qu'il y ait une synergie d'action. Si Sylvie est là ce soir, elle nous a tous interrogés très longuement au téléphone, c'est parce qu'elle a compris qu'il y avait un enjeu. Voilà. Alors justement, pour commencer à nous donner des clés et à mieux comprendre, on va aller un petit peu plus profondément encore aussi dans ce qui fait la spécificité des femmes par rapport aux maladies cardiovasculaires. Et justement, un autre aspect qui peut engendrer des retards de consultation ou de diagnostic, c'est justement la présentation des symptômes qui peut être un peu différente chez les femmes. On va juste projeter Yannick, il y a une petite dia qui va nous appuyer, mais je voulais justement... Claire Mounier-Veillé, vous demandez un tout petit peu quels sont justement les symptômes qui peuvent s'observer chez les femmes qui sont sujettes à des maladies cardiovasculaires.
peut-être en dehors, on peut aussi préciser qu'elles peuvent présenter les mêmes symptômes classiques qu'on voit chez les hommes, mais aussi les autres symptômes qui peuvent être présents, sans forcément affoler tout le public, mais juste se dire, OK, garder en tête que peut-être ça peut être utile de ne pas négliger certains symptômes. Alors, il y a déjà, là, c'est les symptômes quand l'artère coronaire va soit se boucher, soit se déchirer, ce qu'on appelle la dissection, l'artère qui fait la coupe utérus. Ça peut donner des symptômes. C'est vrai que dans un cas sur deux, ça va être la même douleur que l'homme. C'est-à-dire l'artère se bouge brutalement, ça donne une douleur qui serre dans la poitrine, que vous connaissez, parce qu'on en parle beaucoup, qui va dans le bras et dans la mâchoire. Et c'est souvent associé à des envies de vomir, à des vomissements. Un très bon signe, c'est l'angoisse, parce que généralement, c'est quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, qui dure et qui fait très mal. Ça, c'est un. Mais dans un cas sur deux, effectivement, les symptômes peuvent être différents, notamment des symptômes digestifs. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, une sensation d'inconfort digestif, envie de vomir. Mais c'est pas qu'un symptôme, c'est souvent associé à de l'essoufflement, à des douleurs entre les omoplates, une douleur dans la mâchoire. Et c'est des douleurs qui vont et qui viennent. On le verra tout à l'heure. Ça s'explique par des lésions spécifiques chez la femme et pour des raisons on le voit, anatomiques. Les femmes ont plutôt une atteinte. Alors, on a 3 coronaires, celle qui vascularise le cœur gauche qu'on appelle l'interventriculaire, l'autoroute du cœur. Ensuite, on a une autre intermédiaire qui est la circonflexe et une autre qui est la coronaire droite qui fait comme un C. Et les femmes, elles ont plus fréquemment atteinte de la coronaire droite et cette fameuse circonflexe qui vascularise le cœur droit et le plancher du cœur. C'est près de l'ésophage et de l'estomac. Et du coup, ça donne plus souvent des symptômes digestifs. Donc, tout s'explique en médecine. C'est pas par hasard. Donc, voilà. Mais pour pas vous affoler, ça, c'est souvent des femmes qui ont des facteurs de risque. 1, le tabac. On y reviendra tout à l'heure, je pense qu'on en parlera. 2, le stress. La charge mentale, c'est le 3e facteur de risque de l'infarctus du myocarde de la femme. Et ensuite, il y a hypertension, cholestérol, diabète. Puis, on y reviendra sur les autres facteurs de risque spécifiques. Je vais pas monopoliser la parole. Mais pour l'artérite, je voulais aussi quand même faire parce que j'ai en tête des exemples de femmes. Alors, peut-être préciser ce qu'est l'artérite. Alors, l'artérite, excusez-moi, c'est des plaques de cholestérol qui vont boucher les artères des jambes. Et on voit ça principalement chez les femmes grosses fumeuses et les femmes diabétiques. Chez les femmes de moins de 40 ans, c'est souvent parce qu'elles ont aussi une contraception. On y reviendra tout à l'heure avec oestrogène. Et ces femmes, elles ont donc l'artérite, le muscle n'est pas bien vascularisé. Elle marche 50 mètres, claque, une douleur dans la fesse qui comprime, ou dans le mollet, ou dans la voûte du pied. Mais comme ce sont des femmes, on pense que c'est une sciatique. Et donc, on les met sous anti-inflammatoires, qui sont contre-indiqués quand on a une maladie athéromateuse, des plaques de cholestérol. Et j'ai en tête 2 histoires de femmes, jeunes, 45 ans, veille de rentrée des classes, qui est arrivée avec un pied noir, parce qu'on n'avait pas pensé au diagnostic d'artérite, et qui s'est retrouvée amputée la veille de la rentrée. Un autre exemple, et puis après j'arrêterai là, d'une jeune fille de 28 ans. Celle-là, elle est horrible. Alors, je vais vous dire, alors, vas-y. Cet exemple-là, parce que, je vais dire pourquoi. Cet exemple-là, c'était un mal pour un bien. Pourquoi un mal pour un bien? Parce que c'est lorsque Claire m'a raconté cet exemple que nous avons ensemble, de ce jour-là, décidé plus jamais ça. Et nous avons donc cofondé Agir pour le cœur des femmes. Mais je te laisse le raconter parce que tu l'avais dit. Non, mais alors cette jeune femme, c'est que le mois de juillet, une chaleur de bête, même dans le nord de la France, on commence à faire très chaud. Et on a un appel pour dire, voilà, on a une jeune fille de 28 ans qui vient, elle venait de Douai. Donc, c'est près de Lille, donc dans le nord de la France, parce que elle a, pour une urgence vitale des jambes, donc elle avait les 2 jambes qui étaient blanches. Et en fait, cette jeune fille qui était en surpoids, avait été aux urgences de la région de Douai. Elle revenait d'un séjour en Grèce, donc elle avait fait un petit voyage en avion mais sans plus. Elle est arrivée avec 2 grosses jambes aux urgences et là on lui a dit vous êtes trop grosse, il fait chaud, c'est la canicule, perdez du poids. Donc là la fille elle savait pas. Alors elle pour le coup c'était quelqu'un on va dire un peu précaire. Donc elle rentre chez elle puis elle a de plus en plus mal, elle revient aux urgences et là elle n'arrivait plus à marcher. Et pour cause en fait elle avait. Donc, on fait un Doppler cette fois-ci, donc un écho-Doppler des jambes. On s'aperçoit qu'elle a un caillot dans les veines, donc une phlébite. Elle a bouché les veines. Mais surtout, il y avait beaucoup d'œdème à cause de cette phlébite qui comprimait l'artère. Donc, elle avait ce qu'on appelle une phlébite blanche. Donc, l'œdème comprimait l'artère et elle avait les 2 jambes toutes blanches. Donc, on nous l'a transférée à l'hôpital universitaire de référence pour déboucher
tout ça. Et quand la gamine est arrivée, complètement à la ramasse, bon, la première chose que je lui ai demandé, c'est quelle pilule elle avait, parce qu'effectivement, elle avait une pilule contre-indiquée. Elle était fumeuse, elle était maman de 2 enfants. Et elle, son sujet, c'était de ressortir le soir pour s'occuper de ses enfants. Et bon, la pauvre fille, elle n'est pas ressortie, hein, on ne pouvait pas. Donc, elle est partie au bloc opératoire. On n'a rien pu faire. Donc, elle est partie en réanimation, parce que ça s'est rapidement dégradé. Et l'histoire s'est pas bien terminée, puisqu'on a été obligé de l'amputer des 2 jambes à 27 ans, parce qu'elle avait la mauvaise contraception, qu'elle avait en fait une maladie inflammatoire digestive qui contre-indiquait la contraception, qu'elle fumait, et que, ben voilà, quoi, c'était une succession de pertes de chance. Et je rebondis sur ce point-là parce que Claire vous raconte là, finalement cette conclusion tragique. Et la question, c'est est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Et la réponse est oui. On aurait pu l'éviter si toute la chaîne avait bien fonctionné. D'abord, elle, en tant que patiente, si elle avait identifié un certain nombre de choses, connaissant son corps, et les femmes, je veux dire, vous connaissez parfaitement votre corps, si on l'avait écoutée, parce qu'elle avait quand même fait 3 consultations avec son généraliste et un toubib, d'accord? Et finalement, c'est vraiment prévenir plutôt que guérir. On y verra tout à l'heure, mais on aurait pu éviter tout ça. Et donc, c'est l'un des vrais sujets, et j'allais dire de toutes ces histoires. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie? Et c'est tout le sujet de la prévention, c'est tout le sujet de ce parcours dont on a beaucoup parlé, qui doit faire en sorte d'inverser cette tendance. Hein, parce que dans 8 cas sur 10, je voudrais que vous partiez tous avec un grand sourire. Certes, c'est la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde. Certes, c'est en augmentation drastique. Mais par une prévention positive et bienveillante, on peut éviter, dans 8 cas sur 10, à ces femmes de rentrer dans la maladie. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Pardon, excusez-moi, mais ça m'a vraiment interpellé ce que vous venez de relater comme histoire. Oh là là. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Oui, je peux le Bon, mais est-ce que à ce niveau-là, est-ce que les médecins, justement, ne commencent pas à avoir un changement dans leur mentalité, dans leur approche? C'est très important. Si au départ, les médecins à changer un peu leur mentalité et être beaucoup plus focus. Je sais pas, mais ça m'a sidéré l'histoire que vous venez de relater. Ça m'a interpellée. Vas-y, Agnès. Alors, bien sûr, c'est très important ce que vous dites parce que ça va passer non seulement par un changement sociétal, tout ce que je vous disais, mais bien sûr, ça va passer par un changement de l'enseignement de la médecine. Je peux pas parler pour le système français, je peux parler pour Si, c'est pareil. Nous Nous sommes main dans la main. On a maintenant intégré dans les cursus. Alors bon, je parle parce que bon, Nicole Jastrow et moi-même, on est très impliqués dans l'enseignement aussi à la faculté de médecine à différents stades. Donc moi, j'enseigne autant au pré-grade qu'au post-grade toutes ces questions de la santé de la femme. Les messages que je donne ce soir, c'est évidemment des messages qu'on transmet aussi aux étudiants à différents stades de leur formation. On a maintenant tout un secteur qui s'appelle la médecine de genre, où on étudie justement ces études de genre. Il y a vraiment un grand investissement pour combler le manque de données par rapport aux femmes dans différents champs. Ce soir, on s'intéresse à la cardiologie, mais vous pouvez l'extrapoler à la néphrologie, à l'hépatologie. Alors moi, le domaine qui m'intéresse, c'est la médecine maternelle, mais enfin, on est en train, il y a beaucoup d'efforts et d'investissements qui sont faits. C'est encore très minime. Comme je vous ai dit déjà, à l'ère d'Hippocrate, on a 21 siècles et plus à rattraper. Donc, ça va pas se faire en quelques années, mais c'est en train d'être fait. Donc, rattraper le manque de données, un très bon livre que je vous recommande, qui est écrit pour le grand public, que je trouve très bien fait, qui s'appelle Invisible Women, les femmes invisibles, qui dépeint justement cette absence de données sur la femme, non seulement dans la médecine, mais à tous les pans dans notre société, dans une société qui est de plus en plus formée sur des algorithmes et toutes les problématiques que ça porte derrière. La société médicale est en train de faire sa part en essayant de combler ça. Il y a un enseignement qui est fait au niveau des étudiants aussi pour les sensibiliser à ces différences de genre. Et puis, bien sûr, de la communication grand public. Moi, je parlerai un tout petit peu après de nous, ce qu'on fait à l'hôpital de la Tour et ce qu'on a monté en amont en termes de programmes de dépistage et de prévention précoce chez la femme très jeune, parce qu'on commence jeune à faire de la prévention et à essayer de changer les messages. Je dirais une intervention à la fois, on communique le plus possible dans les médias, on travaille en partenariat avec nos médias nationaux, les médias aussi médicaux, on publie beaucoup aussi, donc on est invité à partager toutes ces questions-là.
Mais vous avez raison que ça va être un travail titanesque, qui va prendre du temps, mais qui est en mouvement. Un autre biais dans la littérature, je terminais juste là-dessus, c'est qu'il y a un biais de publication aussi, où on sait que les hommes sont plus facilement publiés que les femmes. Donc là, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place pour qu'il y ait moins de biais de publication dans la littérature médicale, c'est-à-dire qu'on veut de plus en plus que les soumissions d'articles qui sont révisés par nos pairs se fassent de façon anonyme pour éviter un biais de sélection en faveur des hommes, et des hommes évidemment blancs plutôt. Il y a aussi la question de la diversité qui ne sera pas le débat de ce soir, mais qui entre là-dedans. Donc c'est un combat qui se fait sur tous les fronts et tous les moyens sont bons. Il y a aussi pardon, je rebondis sur les études pharmaceutiques, hein, des études cliniques. Bien sûr. Alors la pharma, ça c'est un grand sujet. Comme je vous ai dit, toute la norme de la pharmaceutique est faite pour l'homme blanc de 70 kilos, alors qu'on sait qu'il y a des grandes différences hormonales au niveau de la physiologie. On est en train de réécrire les différences de genre au niveau de la pharmacopée. On n'en est pas encore au stade d'avoir des nouvelles recommandations. Hein. On travaille tous avec le compendium que vous connaissez. C'est des dosages qui sont complètement standards. On espère à un moment donné avoir quelque chose qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus adapté à la patientèle qu'on a pour pouvoir offrir une médecine plus personnalisée. Ça va prendre du temps, mais on y travaille. Alors, je vais intervenir, mais par rapport à la pharmacologie, quand on est dans une stratégie où la personne n'a pas encore fait d'accident, donc ce qu'on appelle la prévention primaire, on peut se permettre, en tout cas c'est ce que je fais dans ma pratique, c'est un accord professionnel, ça veut dire que ça ne suit pas forcément la recommandation, mais mon objectif final, c'est que la femme prenne son traitement. On va prendre l'exemple de la statine, où il y a eu en France en tout cas toute une polémique sur les statines. Finalement, les femmes ne veulent pas le traitement et elles le prennent pas, et elles font l'accident. Donc finalement, on sait par exemple qu'on a des médicaments, les statines, qu'on appelle hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles ne passent pas dans le tissu, et qui sont mieux tolérées que les liposolubles. Donc, mes femmes, en fait, mes patientes, je vais personnaliser le traitement au genre, en commençant par le plus petit dosage efficace, et je vais augmenter tout doucement. Donc, je vais pas aller brutos la dose maximale, où là, je suis sûre qu'elle va se mettre à tousser si je lui mets, par exemple, un médicament pour l'hypertension qu'on appelle un inhibiteur d'enzyme de conversion. Les dosages, c'est pour les hommes, elles vont tousser. Donc, on va faire demi-dose et on va monter. Et c'est comme ça qu'on va ajuster en l'absence d'essai. Et pour pas trop monopoliser la parole, pour l'histoire de la médecine du genre, parce que comme il y a des hommes, on va aussi dire des choses pour les hommes. L'ostéoporose, les os qui se vident de leur calcium. On y pense chez la femme. On se dit, la vieille ménopausée, là, elle se casse une jambe, ça y est, elle a une ostéoporose. On va penser. Le monsieur, il fait un peu de vélo, il se claque le poignet, c'est une fracture qui est bénigne et pour qui on doit dépister l'ostéoporose. Ou il tombe de haut, il se fracture deux vertèbres. On doit dépister l'ostéoporose chez les hommes, chez certains hommes, à partir de la soixantaine, parce qu'ils ont moins de testostérone. Ça, les hommes ne le savent pas. Et le traitement en France n'a été remboursé pour les hommes qu'il y a 3 ans. Un autre exemple pour les hommes, la migraine. Un homme qui fait de la migraine, c'est bruyant, soit il va le masquer, soit c'est bruyant, et à un moment donné, il y a tellement de crises qu'on pense à un accident vasculaire cérébral. Parce que c'est une maladie de femmes qui ont ses règles. Hein, alors que les hommes migraineux, ça existe. Et ça peut être des céphalées liées à de l'hypertension. Le troisième exemple, ça va être la dépression des hommes, où ça peut se manifester par un état hypermaniaque. Ils sont dépressifs, mais ils vont masquer la dépression, parce que quand on est un homme, on peut pas faire de la dépression. Hein, c'est pas viril. Vous voyez, je vous ai donné 3 exemples de genre pour les hommes, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit adapté. Et il faut qu'on soit surtout ouvert au fait que les hommes peuvent faire aussi des cancers du sein. Ça arrive. Ouais. Et ça, on pense que c'est une maladie de femme, et en fait, il y a un retard diagnostique. Voilà, je m'arrête là parce que je suis très bavarde. Comme quoi le féminisme a du bon pour les hommes. Oui. Et d'ailleurs, grâce à ces prises de conscience, on voit de plus en plus apparaître d'andrologues. Parce que si le gynécologue est bien ancré, parce que comme on l'a dit, il a fallu bien expliquer toutes ces différences entre les hommes et les femmes. Maintenant, on voit de plus en plus d'andrologues qui arrivent et je pense que c'est une excellente chose. Alors, pour vous répondre, c'est vrai qu'effectivement, comme vous l'avez dit, hein, Agnès Tissheim, il y a de plus en plus de cursus qui sont maintenant instaurés dans les facultés de médecine, justement par rapport au genre, ce qui laisse présupposer quand même de l'espoir par rapport aux nouvelles générations de médecins. Après, il faudra faire passer le message aussi aux médecins qui sont installés en cabinet et qui font peut-être un peu moins de formation continue, en fait.
Mais On communique, ouais. voilà, c'est un débat. Mais vous pouvez aussi en parler avec vos médecins. Hein. C'est des bons échanges qui peuvent se faire. Alors, je vais juste revenir justement sur les spécificités féminines, peut-être en quelques mots, Claire Monnier. Enfin, voilà, vous allez monopoliser la parole encore un petit moment. Je partage. Non, mais par rapport aux différences biologiques, si on parle en quelques mots justement des différences biologiques au niveau cardiaque entre les hommes et les femmes. Ça, voilà, c'est vrai que les livres de médecine sont calés sur les hommes, donc on ne sait pas forcément ça. Hein. Il y a d'autres exemples qu'on ne citera pas forcément ici, d'ignorance sur l'anatomie féminine, mais bref, revenons au cas. Qu'est-ce qu'on note comme différence finalement biologique entre un homme et une femme? Biologique, pas anatomique, hein, on est bien d'accord. Donc la biologie, on va être c'est vrai que c'est très lié à l'imprégnation estrogénique. Donc, les oestrogènes, je vais peut-être laisser aussi les gynécologues parler, ça a un effet protecteur cardiovasculaire. Je vais te redonner la parole. Donc, on a des récepteurs aux oestrogènes partout. Et ça peut expliquer aussi qu'au moment de la ménopause, on devienne un peu chouinassante, un peu déprimée, qu'on dorme pas bien parce que nos récepteurs aux oestrogènes cérébraux sont plus nourris, qu'on a les artères qui vont se rigidifier, s'hypertrophier, privées d'oestrogènes, qu'on va avoir un profil métabolique défavorable, on y reviendra tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'il y a également, hormis les oestrogènes, il y a aussi les récepteurs aux hormones de stress. Hein, ça, c'est très important. Et il y a une forme particulière de maladie cardiaque aiguë qu'on appelle le syndrome de Takotsubo. C'est le faux infarctus de stress. Donc, ça va mimer un infarctus. Et le cœur se retrouve. On vous fait une demande en mariage alors que vous avez 70 ans. Vous avez la joie d'être grand-mère. Voilà. On vous vire, voilà, et là, vous libérez brutalement plein d'hormones de stress et catécholamines qui vont aller se fixer sur le cœur, qui prend la forme d'une amphore, un piège à poulpe japonais. C'est ça le Takotsubo, c'est le nom du piège à poulpe. Et c'est une forme d'insuffisance cardiaque aiguë réversible, mais qui peut tuer. Dans ces cas-là, il faut appeler tout de suite les urgences parce que on va faire le diagnostic en faisant la coronarographie, donc l'injection des artères du cœur par voie artérielle. On voit que c'est pas un infarctus et on va mettre le traitement de l'insuffisance cardiaque. Ils vont aller en rééducation et tout rentre dans l'ordre. Vous voyez, c'est deux exemples concrets biologiques. Et puis je vais m'arrêter là parce que bon, et c'est vrai que par exemple, juste avant les règles, eh bien, il y a des descriptions de formation de caillots qu'on appelle la thrombose. On a un peu plus d'infarctus du cœur juste avant les règles chez les femmes qui sont sous contraception et qui fument parce que il y a une levée de bouclier. Puis, je vais vous laisser la parole pour l'obstétrique. Il y a également des variations biologiques pendant la grossesse, mais je laisse la parole à mes collègues. On va y revenir. Oui, tout à fait, sur la grossesse en particulier. Avant ça, continuons sur les stéréotypes peut-être avec les facteurs de risque traditionnels. Hein, vous les avez un peu évoqués, Claire Monnier. Et puis, quand on parle de maladies cardiovasculaires, il y a aussi les facteurs de risque dits émergents, qui sont souvent méconnus des soignants et absents des scores de risque. Alors, Agnès Etisheim, peut-être vous pouvez nous en parler et on va peut-être juste... J'ai juste la feuille de l'ARTAR qui peut être intéressante aussi à regarder en même temps. Quand on aborde la question des facteurs de risque, alors on va parler beaucoup des différences, mais il y a des similitudes entre les hommes et les femmes. Il y a un certain nombre de facteurs de risque de la maladie cardiaque et vasculaire qui ont bien été identifiés chez les hommes et qui sont communs aux femmes. On l'a dit, le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, trop de cholestérol, la sédentarité, le surpoids, le stress. Et au sein de ces facteurs de risque, on peut déjà faire des nuances entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que la représentation, la fréquence de ces différents facteurs de risque bien connus chez les hommes et les femmes vont différer entre les genres. Et ça va participer aussi à une désexplication pourquoi est-ce qu'on a une surmortalité cardiaque et vasculaire chez la femme, c'est-à-dire que avec l'âge, on va observer qu'il y a de plus en plus d'hypertension chez la femme par rapport à l'homme. On sait, par exemple, aussi que des facteurs de risque comme le stress psychosocial va être surreprésenté chez la femme, ce qui va augmenter encore plus son risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est pour les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on dit traditionnels. Et au fil de ces dernières années, on a identifié un certain nombre de facteurs de risque qui sont vraiment spécifiques à la femme, qu'on dit des facteurs de risque cardiovasculaire émergents ou des facteurs de risque non traditionnels, comme par exemple, et je vais vous en énumérer quelques-uns, mais il y en a plusieurs, mais qui sont aussi liés au cycle hormonal. Il y a certaines maladies de la femme qui vont
s'accompagner d'un surrisque de maladies cardiovasculaires, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui a une dysrégulation hormonale au niveau de l'ovaire, les gynécos vous en parleront mieux que moi. Il y a un certain nombre de complications de la grossesse maintenant qui ont bien été établies comme étant des facteurs de risque pour la maladie cardiaque et vasculaire. Toutes les maladies hypertensives de la grossesse, donc toutes les maladies qui vont se compliquer d'une hypertension plus ou moins grave pendant la grossesse, dont la prééclampsie. Je ne sais pas si c'est prévu qu'on en discute, mais enfin, je répondrai volontiers. Il y a certaines maladies métaboliques de la grossesse, comme le diabète de la grossesse, qui est vraiment une pathologie spécifique. On a aussi observé que quand il y avait des naissances prématurées, donc des bébés qui arrivaient trop tôt, on pouvait avoir aussi un surrisque cardiovasculaire plus tard dans la vie. Et puis, il y a différents d'autres facteurs de risque émergents qui n'ont pas forcément en lien avec les hormones, mais on sait qu'ils vont être surreprésentés chez la femme, comme par exemple les maladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'on a une dysrégulation de l'immunité, par exemple certaines maladies rhumatismales, certaines maladies de la peau vont s'accompagner d'un surrisque aussi cardiaque et vasculaire. Et puis, il y a certaines autres situations, par exemple certains traitements du cancer du sein qui vont aussi s'accompagner d'un surrisque cardiaque et vasculaire. Donc, on est en train d'en identifier les contours, c'est-à-dire qu'on est en train, on a pris connaissance, quand je dis en train, c'est que sur la longue histoire de la médecine, c'est relativement récent, ça date pas d'hier, mais on est en train de prendre un tout petit peu la mesure, j'ai de la visite, la mesure un tout petit peu de l'ampleur du problème, d'en dessiner les contours. Et puis, tout l'enjeu et le défi de ces prochaines années, ça va être de voir comment est-ce qu'on arrive à les intégrer dans nos recommandations d'experts, notamment pour la prévention médicamenteuse. Vous avez mentionné les statines tout à l'heure, où on a, pour guider notre pratique, on a des recommandations qui sont éditées par les sociétés d'experts. Et puis, le grand nerf de la guerre, c'est que toutes les recommandations à l'heure actuelle pour la prévention cardiaque et vasculaire ne tiennent absolument pas compte de ces spécificités liées à la femme. Et en tant que praticienne qui fait que de la santé de la femme, on est parfois démunis dans la mise en application des recommandations qui ont été éditées par les experts dans des situations données. Voilà. Thierry Régnant, dans une interview que j'ai lue en préparation à cette soirée, vous évoquiez notamment avec Claire Monnier-Veillé la double peine médicale et sociale des femmes. C'est ce que vous avez constaté aussi via votre opération Bus du cœur qui a été mise en place dans le cadre de la fondation Agir pour le cœur des femmes, puis qui aide les femmes les plus fragiles à prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Alors finalement, pourquoi on a une double peine médicale et sociale? Alors d'abord, merci infiniment de nous avoir invités et je suis ravi que vous ayez participé à faire en sorte d'informer, de sensibiliser, mobiliser, parce que c'est déjà un des éléments qui est important et qui permet d'aller à l'encontre de ce que nous appelons avec Claire, cette urgence médicale et sociétale. Pourquoi sociétale? Et pour répondre à votre question, oui, mesdames, vous avez la triple peine. Parce que vous êtes des super professionnels et j'ai autour de moi, je suis très honoré d'être entouré de très talentueuses scientifiques. Vous êtes des super professionnels. Là, on reviendra sur le stress au travail et la charge mentale. Vous êtes des super mamans. Vous êtes des superbes épouses. Vous organisez finalement toute partie de la vie logistique au sein de la famille et ça participe à ce côté aussi de l'organisation genrée, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, vous avez un niveau de stress et de charge mentale qui est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent et en tout cas, dans la reconnaissance est de plus en plus importante. Qui fait qu'aujourd'hui, et Claire en parlait, le stress est l'un des éléments prépondérants dans le déclenchement d'un accident cardiovasculaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'il faut intégrer. La deuxième chose, c'est que lorsqu'une femme va voir son médecin et qu'elle lui dit « Docteur, je ne vais pas bien », ce n'est pas une crise d'angoisse, ce n'est pas finalement une élucubration intellectuelle. Non, il faut l'écouter, il faut l'entendre, parce que, encore une fois, mesdames, vous vous connaissez très très bien. Et ça rejoint l'élément sur la notion de genrer. Ce n'est pas une crise d'angoisse,
ce n'est pas parce qu'on lui donnera un dafalgan que ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc, oui, il y a cette charge mentale, oui, il y a cette triple peine qu'il faut prendre en compte. Le monde de l'entreprise l'adresse, est assez avant-gardiste sur le sujet d'ailleurs, mais c'est un sujet qui est juste prépondérant, absolument prépondérant. Vous avez eu la gentillesse de parler de l'opération du bus du cœur des femmes. Pour faire très simple, c'est une opération que nous avons voulu dans le cadre de la Fondation, et l'objectif, c'est d'aller au-devant des femmes en situation de précarité psychologique, sociale, financière, matérielle et sanitaire. D'accord ? Et cette précarité est une source d'accélération de rentrée dans la maladie. Cette précarité fait que bon nombre de femmes ne s'occupent pas d'elles. Alors, je vais vous donner juste 2 chiffres. Premier chiffre, et c'est une étude très récente que nous avons fait avec l'un de nos partenaires AXA Prévention, 81% des femmes ne s'occupent pas d'elles. Elles s'occupent de la santé des autres. De leur mari, de leurs enfants, de leurs parents, mais elles ne s'occupent pas de leur propre santé. 81%. Deuxième chiffre, 73% des femmes. 73 pour les Suisses. 73, excusez-moi, je devrais parler suisse dans le texte. Pourtant, j'étais là le week-end dernier. Ne parlent pas, en fait, considèrent qu'elles ne sont pas malades parce qu'elles sont debout. D'accord ? Donc, vous savez, c'est bien connu. Alors là, je parle avec vous, messieurs, hein, les femmes ne sont pas là. Nous, quand on a éventuellement un petit truc au doigt, là, il faut appeler le SAMU, le RAID, le GIGN, la gendarmerie, tout ce que vous voulez. Hein, et là, on nous met sous réanimation parce que c'est terrible, c'est très grave. Bon. Mais les femmes, c'est exactement l'inverse. D'accord ? Et donc, vous avez tendance, mesdames, à minimiser. J'ai qu'un seul message face à cette triple peine, face à cette situation sociétale. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Écoutez ces bruits sourds. Et si face à un de ces bruits sourds, comme le disait Claire, brutal, anormal, vous appelez vos urgences. Vous savez, il vaut mieux déranger, hein, plutôt que de faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, eh bien, la maladie vous heurte ou vous fauche de manière irrémédiable. Voilà. Donc, c'est une vraie, c'est une donnée qui n'est pas une vue de l'esprit, mais qui est le quotidien de beaucoup de femmes, tous les âges, et qui aujourd'hui, notamment, travaillent. Et toutes les couches sociales. Hein. Et finalement, souvent, elles n'ont pas de médecin traitant. Souvent, elles n'ont pas de médecin traitant et elles se plaignent à leur gynécologue parce que toutes les femmes ont normalement un gynécologue. Et c'est vrai que je pense que de ce côté-là aussi, nous, les gynécologues, on est aussi en train de voir qu'il y a ces facteurs de risque, les symptômes, et on est en train aussi d'apprendre, sincèrement, dans nos études, on nous a jamais expliqué ça, et c'est là où maintenant on essaye de prôner aussi de reconnaître toutes ces plaintes des patients, de voir s'il y a un problème cardiaque, de faire notre anamnèse. Nous, on n'a pas été formés comme ça, sincèrement. Et je pense qu'il faut qu'on forme aussi dans l'enseignement les étudiants à penser ainsi et dans la formation gynécologique. Je me permets de rebondir parce que ce que vous venez de dire est extrêmement important. Nous croyons beaucoup à la cardio-gynécologie, qui sont étroitement liées, pour rebondir sur ce que vous dites. Et c'est tout l'intérêt de ce parcours de dépistage, hein, que l'on a créé ici, qui est en place en France, dans différents pays à l'étranger, c'est justement d'avoir cette vision à 360 degrés de la femme, non pas uniquement sous l'angle cardiaque, mais sous un angle global, sous un angle gynécologique. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans le cadre de cette opération du cœur des femmes, nous avons dépisté à peu près 4000 femmes à date. 4000 femmes. Les données épidémiologiques sur la première série de 1066 femmes, à votre avis, combien de femmes avons-nous estimé sauvées? Donnez-moi un pourcentage. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Quelqu'un veut se lancer? Personne ne sait la réponse. Un tiers. Un tiers? 40%, un tiers? Ok. 100%? Alors, 100%. Eh ben, écoutez, madame, vous êtes très intelligente. Et je vous félicite.
Sur 1066 femmes, nous avons sauvé 955 femmes en leur évitant de rentrer soit à court ou moyen terme dans la maladie. C'est-à-dire que ces femmes avaient au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, un grand nombre d'entre elles, dans des environnements non pas précaires, mais CSP+, n'avaient pas de suivi gynécologique. Je vous donne simplement une histoire. Alors, prenez-le avec le sourire, parce que je sais ce que je vais entendre. Femme plutôt de confession musulmane, Marseille, la gynécologue qui lui dit « Madame, on est ravis de vous accueillir, etc. Est-ce que vous avez un gynécologue ?» Non. Mais vous avez vu récemment un gynécologue? Non, non, mon mari m'a dit que ça ne servait plus à rien depuis que j'ai eu mes enfants. Très bien, le dernier a 19 ans. Parfait. Et vous avez évidemment une contraception? Pas de contraception. Ah si. Oui, j'ai un stérilet depuis 17 ans. Voilà. Je savais que j'allais entendre ça. Si je vous dis ça, ce n'est pas que dans des environnements précaires. Vous avez, par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il y a cette vision en 360 degrés, vous avez partout cette notion de désert médical et beaucoup de femmes qui n'accordent pas suffisamment de temps à faire en sorte de pouvoir consulter notamment un gynécologue et parce qu'il manque aussi cruellement de gens qui ont ce talent et de gynécologues partout. Donc c'est quelque chose que nous voyons et qu'il faut absolument combattre. Voilà. Alors moi, je veux juste rebondir sur une chose, parce que en fait, cette question que vous avez parlé, la cardio-gynécologie, cette question, c'est la transversalité un tout petit peu des disciplines. Donc moi, je suis complètement atypique parce que je suis pas gynécologue, j'ai une formation de médecine interne absolument standard et classique. Et je me suis formée, c'est un projet d'ailleurs que j'ai pu monter grâce à l'appui de Nicole Jastro, qui était médecin cadre au HUG, et puis on en avait discuté ensemble. Et j'avais entendu qu'il existait des internistes qui travaillaient uniquement dans les services de gynécologie obstétrique et qui avaient développé, c'est vraiment cette spécificité de la médecine de la femme et de la médecine de la femme enceinte. Et puis, ça n'existe pas sous cette forme-là en Suisse. Moi, je me suis formée en Amérique du Nord. J'ai fait toute ma formation en Amérique du Nord. Et quand je suis rentrée, j'ai pu redévelopper ça à Genève. Mais enfin, cette question de la transversalité, elle était très prégnante. Et c'est vraiment une spécialité qui est transversale. Moi, j'ai œuvré au HUG longtemps. On a monté ensemble différentes consultations qui ont vraiment attrait. Alors, la santé cardiaque et vasculaire, parce que ça, c'est un peu un nerf de la guerre, mais évidemment, mon travail se limite pas à ça. Il y a d'autres prises en charge. Mais vraiment, pour combler ce fossé interspécialité, mettre en commun les spécificités ou deux pour vraiment pouvoir offrir une prise en charge qui soit vraiment transversale et transdisciplinaire. Et c'est pour ça que aussi on a continué à collaborer en montant aussi toute l'activité du centre de médecine fœto-maternelle aussi à la Tour, où il y a une grande activité de dépistage et de prévention qui se fait auprès d'une patientèle qui est beaucoup plus jeune en réalité que vous avez décrit plein de situations mais qui arrivent à des âges beaucoup plus tardifs, alors qu'en réalité la prévention cardiovasculaire elle commence déjà chez le gynécologue au moment de la prescription de la première pilule en fait. Et tu rates, moi j'avais une petite question, comme il y a plein de femmes. Parce que ce qui m'a interloqué quand j'ai préparé un petit peu cette session avec la journaliste notamment, j'ai appris, après avoir travaillé depuis 25 ans, 30 ans en gynécologie, qu'il y avait des gynécologues qui prenaient pas l'attention à leurs patientes. Et est-ce que dans cette salle, il y en a qui ont des gynécologues qui ne prennent pas l'attention chaque année? Ou non, mais c'est la communication grand public parce que, alors là, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que l'attention en consultation, on a les pattes en l'air, l'examen gynéco, c'est parce qu'il y a de plus agréable, et la tension peut monter. Ça, on sait tout, c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Donc maintenant, on essaye de promouvoir, et je pense que vous avez un rôle à jouer à la Tour à le faire, c'est vous devez préparer votre consultation claire. On fait la promotion dans le milieu de l'hypertension artérielle et que chaque famille ait un appareil d'automesure au bras, pas au poignet, parce qu'au poignet, il y a des erreurs de mesure. Le brassard, le pharmacien, il doit vous le vendre adapté à la taille du bras pour pas que ça fasse garrot, soit au buste du cœur
Il y a eu des erreurs, là, ces jours derniers, parce que les dames, elles avaient des bras comme ça, et le brassard, il faisait garrot, donc la tension était beaucoup trop élevée. Donc, vous préparez la consultation, comme ça, c'est tranquille. Avec la règle des 3, hein, 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. Vous avez votre relevé sur 3 jours. Donc, on a donné à l'hôpital de la Tour les fiches techniques, vous pouvez aussi télécharger sur le site internet d'Agir, et vous préparez la consultation. Et vous devez, qu'on soit un homme pour messieurs ou une femme, on doit mesurer sa tension au moins 2 fois par an sur 3 jours. Quand on a un traitement pour l'hypertension ou pour les coronaires, là, c'est une mesure de tension artérielle avant chaque consultation médicale, que ce soit vous, les gynécologues, le médecin interniste ou le cardiologue. Mais c'est important ça, parce que ce que tu dis, c'est super important. Ah non, mais moi j'étais hallucinée. Mais en même temps, on peut avoir des fausses hypertensions. Oui. Donc, nous les gynécos, effectivement, nos gynécos, elles sont top. On a peu de gynécos en France parce qu'il y a eu une loi débile de ce qu'on appelle le numerus clausus. Donc aujourd'hui, tu as des déserts médicaux, donc on s'appuie sur les sages-femmes, mais quand on parle avec les gynécologues en France, c'est catastrophique. Néanmoins, vous êtes extra parce que vous avez eu l'humilité d'apprendre ces spécificités. Pour les cardiologues, et je fais attention aux cardiologues de la Tour, mais ils sont butés sur les hormones. Moi, j'ai vu une dame il n'y a pas longtemps qui venait pour un bilan de greffe cardiaque, 42 ans, donc 13 CSC+, fumeuse. Pardon, c'est quoi 13 CSC+? En France, c'est les femmes qui ne sont pas précaires, des femmes qui ont une vie normale comme moi. Hein. Moi, je ne suis pas une femme précaire. Donc, une femme de haute catégorie socio-professionnelle, et elle a eu très sportive. Non, mais elle s'est chopée un mauvais virus et malheureusement, elle a fait une insuffisance cardiaque. Ça peut arriver, des cardiopathies dilatées dues à un virus. Et donc, on a diagnostiqué qu'elle faisait de l'insuffisance cardiaque. Je vous dis ça parce que cette histoire, moi, elle m'a énormément traumatisée. Donc, cette dame, comme son cœur battait pas bien, qu'elle avait une contraception, parce qu'elle avait de l'endométriose, on y reviendra. Donc, pour arrêter les règles douloureuses, elle avait donc des oestrogènes de synthèse. Comme son cœur battait pas bien, fumeuse, oestrogène, un gros caillot dans le cœur, qui pouvait partir dans le cerveau n'importe quand. Donc, cette dame, elle va d'abord aux soins intensifs cardio, pour calmer le jeu, essorer le cœur, faire en sorte, sauf que aucun des cardiologues des soins intensifs ne lui a posé la question sur sa contraception. Moi, j'arrive bouche en cœur le lundi matin, avec mon interne, on commence par scanner le dossier. Je dis, mais je comprends pas, elle a quoi comme contraception? Elle me dit, bah voilà, elle a une contraception œstroprogestative. J'appelle ma copine gynéco, je dis, écoute, je suis emmerdée, elle a de l'endométriose, mais moi, je connais rien, qu'est-ce qu'il faut qu'elle prenne? Elle me dit, mais tu donnes tel type de progestatif. Je vais dans la chambre de la dame avec l'interne, je dis, écoutez, madame, il va falloir changer la contraception. Ben, je comprends pas, elle me dit, ça fait 15 jours que je suis ici, on m'a jamais posé la question, vous êtes en train de me dire que je pouvais mourir du jour au lendemain parce que j'avais la mauvaise contraception. C'est quand même compliqué. Donc là, effectivement, c'est super agaçant parce que vous parliez de la formation. On a formé les internes, mais sauf que dans la vraie vie, ils n'ont pas le déclic d'aller demander. Donc, si on n'a pas des dossiers pré-formatés, pré-remplis, en posant les questions, c'est du oui-non, je pense que c'est comme ça qu'on pourra améliorer nos pratiques. Et j'arrête de bavarder. Mais c'est aussi la personne qui doit, le médecin gynécologue, quand il prescrit cette pilule. Ah ben, ça, on est d'accord. En Suisse, maintenant, on a des checklists pour exactement qui sont prêtes pour voir chez cette patiente, on ne peut pas donner telle ou telle contraception. Ouais, mais je pense qu'elle a fait, en fait, elle était suivie, elle devait voir la gynéco 1 an plus tard. Entre deux, elle a fait son problème cardiaque. Ouais, et voilà. Non, on va juste continuer parce que le temps file. Et alors, on a commencé avec 15 minutes de retard. Je ne sais pas si vous avez tous le temps de rester 15 minutes de plus parce qu'on est encore loin d'avoir fait le tour de tous les. Ça vous intéresse ou pas? Vous êtes passionnés? Alors, on va rester plus longtemps. Allez, hop, c'est reparti. Nous, de toute façon, on ne part pas ce soir à Paris. C'est bon. Il y a la grossesse. Bon, oui, justement. Non, alors, on passe souvent à tort. Je vais un peu faire une ellipse dans ce qu'on avait prévu dans le déroulé pour arriver un peu plus rapidement justement aux différentes phases de vie où les risques peuvent se présenter. Donc, on pense souvent à tort que justement la prévention cardiovasculaire doit commencer chez les femmes un peu plus âgées, alors qu'en fait, comme on l'a dit en introduction, ça peut arriver à peu près à tous les stades de la vie. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que 65% des 4 premiers accidents cardiovasculaires arrivent avant 40 ans. Donc, après prééclampsie, pardon, je précise. Après prééclampsie. Ah, d'accord, après prééclampsie. Après prééclampsie, non, parce que... Alors, c'est plus spécifique, effectivement. Et la grossesse, effectivement, c'est un événement, en fait, dans la vie qui est un peu
un moment un peu clé, un peu charnière. En quoi cette période, en fait, Nicole Jastrow-Meyer, elle peut être critique ou un prédicteur de la santé cardiovasculaire future des femmes? Alors déjà, on en a un petit peu parlé avant. La grossesse, c'est un challenge monstrueux pour le corps. C'est un test d'effort où il y a plein de chamboulements, notamment des changements hémodynamiques. La fréquence cardiaque augmente, le cœur qui travaille plus, le débit cardiaque qui augmente et tous les autres changements métaboliques associés. Et donc, c'est vrai que, par exemple, pour une personne déjà malade ou fragile, c'est un challenge qui peut faire qu'elle peut décompenser. Notamment, on reviendra là-dessus aussi, si elle a déjà un problème cardiaque, il faut faire très attention avec ce genre de patiente. Et puis, on sait que si les femmes en grossesse vont développer une hypertension, des troubles hypertensifs, c'est quand même jusqu'à 10% des femmes, ou un diabète, ça aussi jusqu'à 10% des femmes. Ces femmes-là, elles doivent être suivies, et ça, c'est surtout le côté d'Agnès Dittesheim qui s'occupe de ça, mais elles doivent être suivies au long cours. Et pourquoi? Parce qu'il y a un risque, et les femmes ne le savent pas, d'avoir des problèmes d'hypertension plus tard, d'avoir des problèmes de diabète plus tard, et ça, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, moi, je suis toujours étonnée quand on pose la question à une femme, est-ce que votre mère a fait des problèmes de tension, prééclampsie? Elles disent, oh, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est important? Et au fait, c'est hyper important. Est-ce qu'elles ont eu un problème pendant la grossesse? Est-ce qu'elles-mêmes... Et souvent, on voit que ces femmes qui ont eu un problème pendant la grossesse, je sais pas si l'une d'entre vous a eu ça, comme une prééclampsie, plus tard. Peut-être juste écrire très rapidement ce qu'est une prééclampsie. La prééclampsie. Donc, la prééclampsie, c'est un chapitre compliqué. Pour l'expliquer simplement, en fait, donc c'est une pathologie durant la grossesse uniquement qui touche, je dirais, 3 à 5% des femmes, mais c'est tout le spectre des troubles d'hypertension chez la femme enceinte. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on comprend pas très bien pourquoi. Il y a plusieurs facteurs qui font ça, mais il y a un problème. Donc, on le diagnostique dans un problème. Il y a un problème de tension qui va se mettre en place. Et puis, il y a d'autres organes qui vont être atteints, comme par exemple les reins, et on va trouver donc des protéines dans les urines. Ça, on en parle beaucoup, mais c'est pas juste ça. Ça peut toucher aussi d'autres organes. Et en fait, c'est une maladie qu'on appelle endothéliale, donc des cellules des vaisseaux sanguins généralisées chez la femme enceinte. C'est pour ça que ça peut toucher tous les organes. Et ce qui se passe, c'est au début de la grossesse, probablement que les artères utérines, qui sont les artères qui vont nourrir l'utérus, qui doivent s'ouvrir pour faire face à cette unité du fœtus et du placenta qui arrive, doivent s'ouvrir. Chez certaines femmes, ça ne s'ouvre pas. Et il y aura donc le tissu au niveau de l'utérus et donc le bébé et le placenta qui seront en souffrance d'oxygène. Et comme réflexe, il y aura un relargage de toxines dans le corps de la femme qui va toucher toutes les cellules de l'endothélium. C'est assez compliqué, je ne sais pas si vous comprenez, mais du coup, il va en résulter justement une tension artérielle élevée et des dégâts dans les différents organes. Ça peut toucher la femme donc dans les différents organes, mais aussi ça peut faire des problèmes chez les bébés, des retards de croissance, donc des petits bébés. Après, ça va déclencher des prématurés. Mais le problème, c'est que ça peut tuer les femmes et à l'époque, c'était une des causes de mortalité maternelle, quand même pas rare. C'était au lieu de la prééclampsie, c'était aussi ce qu'on appelait les crises d'éclampsie, ça touchait le cerveau. Cette maladie des vaisseaux sanguins touchait aussi le cerveau, pouvait tuer les femmes. Donc, c'est assez compliqué. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque de la prééclampsie, c'est les femmes plus âgées, c'est la procréation médicalement assistée, c'est les grossesses gemellaires. C'est le fait d'avoir une hypertension, une maladie rénale sous-jacente, le fait d'avoir une maman qui a fait ça, donc dans la famille, comme on l'a dit, donc il y a une part génétique, il y a une part d'immunité, et on sait aussi que suivant le mari qu'on a, on pourra la développer plus facilement. On a vu des femmes qui l'ont eu avec un certain conjoint et qui ne l'auront pas après. Donc, on comprend pas vraiment bien, mais il y a aussi cette question d'immunité qui est là. Donc, le problème de cette maladie qui touche quand même beaucoup de femmes, c'est que on peut pas la guérir quand elle arrive. Elle peut arriver à différents moments de la grossesse. Quand ça arrive tôt, c'est beaucoup plus embêtant parce que si on est vraiment très tôt, quand le bébé n'est pas viable, ça peut carrément, on doit des fois interrompre la grossesse. Donc c'est
c'est vraiment très triste, ou faire des prématurés extrêmement. Si ça arrive plus tard, c'est un petit peu moins grave, mais le traitement, c'est toujours le même, c'est d'accoucher. Donc, de sortir, en guillemets, ce placenta qui a créé cette problématique. Mais il n'y a pas vraiment des traitements pour soigner cette maladie. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la prévenir et puis peut-être la prédire, cette maladie. Donc, on peut la prévenir avec le fait d'être en bonne santé, pas trop âgée. Mais c'est compliqué, hein, quand la femme plus âgée arrive enceinte, donc c'est déjà compliqué. Évidemment, puis on en parlera sûrement, le sport et la grossesse, donc diminuer les problèmes d'hypertension, d'obésité, qui va augmenter le risque d'avoir cette maladie. Et puis maintenant, depuis peu, et puis c'est très important, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, on peut la prédire, cette maladie. Et donc, on fait des tests en tout début de grossesse, puisque c'est une maladie qui arrive très tôt dans la grossesse. Je vous ai dit, où les artères ne s'ouvrent pas forcément correctement. Eh bien, on a un test de prédiction de la prééclampsie qui se fait vers 3 mois quand on fait les autres tests. Peut-être vous savez, de trisomie, on va mesurer différents paramètres pour le risque de trisomie. On va faire le calcul du risque de la prééclampsie et on va mettre dans un logiciel pour calculer ce risque toutes les données de la femme. Donc, on a dit la famille, le poids, même l'origine, le tabac, le fait qu'elle est malade ou non. On va aussi introduire dans ce logiciel les hormones, certaines hormones qu'on va ajouter dans le calcul. Et on va mesurer ces fameuses artères utérines et leur résistance. Si c'est très augmenté, il y a plus de risques que la maladie aura lieu. Et tout ça va nous donner un risque. Et si ce risque est élevé, du coup, on va donner de l'aspirine cardio, comme chez les personnes qui ont des problèmes d'infarctus cardiaque, de l'aspirine à petite dose. Et on sait que ça va diminuer de façon importante le risque de prééclampsie qui se développe plus tard, après 20 semaines de grossesse. Voilà, donc j'ai parlé longtemps, mais c'est un sujet très complexe et peut-être Je vais juste faire un parallèle pourquoi c'est tellement important de parler de la prééclampsie alors qu'on est venu parler du cœur. C'est parce que la prééclampsie, comme l'a dit Nicole, c'est une maladie vasculaire du placenta. Quand vous regardez un placenta d'une femme qui a fait une prééclampsie au microscope, et souvent je dis ça aux cardiologues, et je leur montre une coupe pathologique pour leur montrer, vous voyez à peu près la même chose que dans un cœur, une coronaire qui a fait un infarctus. C'est des vaisseaux qui sont inflammés, c'est des vaisseaux qui sont épaissis, c'est des vaisseaux qui sont pleins de cholestérol et de caillots de sang. Et c'est vraiment une maladie vasculaire du placenta. Alors la particularité du placenta, c'est que c'est un organe qui est fait pour vivre seulement 9 mois et dont la manifestation, quand il est en souffrance, autant comme dans l'infarctus, quand le cœur est en souffrance, ça va faire mal, ça va serrer avec différents symptômes, etc. Chez la femme enceinte, c'est ce que disait Nicole, ça va libérer un certain nombre de substances auxquelles la femme va réagir avec une hypertension, une atteinte rénale, le foie, etc. Mais si on fait le parallèle avec ça, c'est que les facteurs de risque de la prééclampsie qu'on va retrouver, ça va être des facteurs de risque de la maladie cardiaque et vasculaire. Ce qui fait que à le moment où la femme tombe enceinte, et là par les dépistages dont parle Nicole et par une anamnèse gynécologique, une anamnèse obstétricale, vous commencez votre prévention cardiovasculaire au moment où elle tombe enceinte. Parce que pour faire de la prévention de la prééclampsie, vous devez rechercher l'entier des facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels. Alors après ça, il y a d'autres facteurs de risque que tu as dit qui sont d'ordre immunologique, qui sont pas la même chose. Mettre en place une prévention précoce pour limiter le risque de la prééclampsie, mais aussi limiter le risque de maladies cardiaques et vasculaires plus tard dans la vie. Discuter déjà une prise en charge médicamenteuse dans les situations qui sont indiquées par de l'aspirine cardio, alors on ne dit pas à tout le monde, mais enfin, le message de prévention, il commence chez la femme au moment où elle tombe enceinte, en fait. Donc, le parallèle qu'on veut faire entre la prééclampsie et le cœur, c'est juste rappeler, la prééclampsie, c'est une maladie vasculaire. Simplement, c'est pas le cœur qui est touché, c'est le placenta. Les facteurs de risque sont les mêmes. La prise en charge par des mesures préventives et des mesures immunodététiques sont exactement les mêmes. Et on n'attend pas la ménopause pour se poser la question de savoir est-ce que j'ai des facteurs de risque ou pas. Voilà. Alors, je voulais compléter, parce que maintenant, il y a des recommandations aussi là-dessus. J'ai vu que madame disait, oui, j'ai fait une prééclampsie. Ce qui est important, c'est qu'après l'accident, la consultation, il faut faire une consultation de réexplication de tout ce que vous venez de dire. Bien sûr. Pour expliquer à la dame, parce que, alors il y a 2 points, c'est quand elle voudra être enceinte à nouveau, on remettra de l'aspirine en préventif
dès l'échographie de datation, ça c'est le premier point. Même Et avant, surtout- même avant. On n'attend pas l'écho de datation. Bah, en fait, ça dépend des écoles, Oui, parce oui, que oui. s'il y a une grossesse Non. extra-utérine, voilà. Non. Ouais. Tout de suite, On attend les 10 semaines. Oui, c'est ça, c'est très tôt, hein. Et après, surtout, ce que j'ai envie de dire aux dames, c'est nous faisons maintenant systématiquement à 3 mois du postpartum, un peu plus long à 6 mois quand on veut faire les dosages endocrinologiques, parce qu'il faut 6 mois pour que les dosages endocrinologiques, parce que tu as parlé de tout ce qui était hémodynamique, mais tous nos systèmes endocriniens sont complètement bouleversés pendant la grossesse. Donc, on attend 6 mois pleins, et là, on fait tout un bilan vasculaire, endocrinologique, pour finalement cadrer ces femmes, parce qu'on s'est rendu compte sur des études de cohorte, bah, qu'en fait, il y avait même pas 10% des femmes qui avaient ce bilan, et qu'on retrouvait une cause, des artères qui font le collier de perles, une anomalie de la glande surrénalienne, parfois 10 ans après l'accouchement. Alors que ces femmes, on aurait pu traiter plus tôt l'hypertension. Mais Donc, d'ailleurs, le message, on voilà, leur c'est a ça. pas dit, on leur a pas dit, attention, maintenant on leur dit de plus en plus, et c'est vrai que ça se fait un peu plus, mais il y a beaucoup de femmes, maintenant, qu'on reçoit, qui sont un petit peu plus âgées, et qui disent, mais oui, j'ai eu une prééclampsie pendant la grossesse, mais par contre, on leur a jamais dit, attention, il y aura un risque plus tard. Alors, je rebondissais, parce que... J'ai été traitée, j'ai eu des examens par la suite pour l'hypertension, et je le suis toujours. Ouais, voilà. Bon. Ça m'a permis d'être moins sédentaire, de bouger le pas. Bon, d'ailleurs, juste, je passe rapidement dessus parce qu'on a encore beaucoup de temps à aborder, mais effectivement, l'hôpital de la Tour a mis en place un programme sport et grossesse, et on sait que l'activité physique est un des meilleurs moyens de diminuer les risques cardiovasculaires pendant la grossesse. Donc voilà, ceci étant dit, peut-être quelques mots aussi, juste Nicole Jastromière, parce qu'il y a les femmes qui développent des syndromes ou des pathologies cardiovasculaires pendant la grossesse, et il y a celles qui ont déjà des pathologies cardiaques et qui veulent tomber enceinte, et vous assurez aussi ce suivi-là. C'est un suivi qui est particulier. Qu'est-ce que ça demande? Oui, alors, c'est important, c'est peut-être pas tout à fait le sujet, mais c'est juste pour dire que on a discuté de mortalité de la femme, on a discuté aussi de la mortalité maternelle, tu l'as dit, et les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité maternelle. Donc ça, c'est super important. Avant, c'était l'hémorragie. Maintenant, on est meilleur dans l'hémorragie, mais tout ce qui est cardiovasculaire, ça augmente. Et tout ça, pourquoi? Alors, je profite juste de le dire parce qu'il y a tous ces changements en grossesse dont on vient de parler, mais il y a aussi toutes ces femmes qui sont peut-être plus âgées, qui ont plus de procréation médicalement assistée, plus sédentaires, plus obèses, plus de diabète, plus d'hypertension. Et ces femmes-là, donc, sont plus sujettes, puisque s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, à développer une maladie cardiovasculaire. Et donc, il y a cette partie de la population, mais il y a aussi les femmes qui sont déjà malades, et souvent on le sait, d'un problème cardiaque. Et celles-ci, c'est juste pour vous dire qu'elles nécessitent un suivi vraiment très étroit, dépendant évidemment de leur pathologie cardiaque. Alors, il y a un cardiologue qui est là, donc nous, on n'assure pas le problème cardiaque, évidemment, mais on travaille de façon très serrée avec les cardiologues, avec des personnes spécialisées en médecine maternelle pour le suivi de ces grossesses, et notamment suivant leur pathologie, on va être plus ou moins, je dirais, on aura un suivi plus ou moins étroit parce qu'elles ont plus de risques de complications cardiovasculaires et donc de décès aussi enceintes, ces femmes-là, donc il faut le savoir. Mais aussi, il y a plus de complications obstétricales, plus de prématurés, plus de risques pour l'enfant à venir. Donc, tout ça nécessite vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Et dans notre centre de médecine fœto-maternelle, ça veut dire où on prend en charge les grossesses à haut risque, on va aussi prendre en charge ces femmes malades au préalable d'un problème cardiaque. Et ça, c'est très important de le savoir puisque la maladie cardiaque tue. Et en même temps, j'ai envie de repenser à un de nos témoignages qui est sur le site d'Agir, une femme qui était greffée cardiaque, parce qu'on peut accompagner des femmes greffées cardiaques on a des indices qui nous montrent qu'elles ne rejettent pas le greffon, qui donnent la vie. On a eu un et cas donc, cette année. c'est la femme dit, on m'a donné la vie 2 fois, et moi j'ai pu donner la vie à mon tour. Donc ça, c'est des histoires pour en faire un film télé, quoi. Non sans difficulté. Oui, non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est
les progrès de la médecine permettent maintenant des jolies choses. Alors, je voulais aussi dire, parce que bon, on a quand même, tu t'occupes d'activité physique, il y a des tabous aussi. Quand on est enceinte, on nous disait, nos mamans, on est enceinte, on bouge plus. Hein. On bouge plus, on reste. Et en fait, aujourd'hui, et c'est bien que vous ayez ce programme, les femmes parfois ont peur de faire de l'activité physique et puis elles vont pas savoir quelle activité physique continuer. Je sais pas, moi je fais je co-anime avec toi. Je vois, merci. Non, mais bon, parce que c'est un sujet moi qui m'intéresse parce que je connais pas bien. Ici, c'est Agnès qui a mis en place ça. Est-ce qu'on a le temps? Ça fait beaucoup de temps. Parce que moi, j'en parle volontiers, ou alors après, pour ceux qui sont intéressés. Je pense que si ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à poser des questions encore après à l'apéro. Je crois qu'il y a un apéro, je me trompe pas. C'est le bon moment aussi pour continuer. Je voulais pas m'avancer sans savoir ce qui y arrive après. C'est le bon moment pour poser des questions à ceux qui sont intéressés sur des points spécifiques. On va peut-être juste continuer parce que justement, j'y arrive. Nous arrivons à l'autre période charnière de la vie d'une femme, c'est la périménopause et la ménopause. Antonella Valiton-Crozy, alors il se passe quoi à ce moment-là dans le corps d'une femme? Il y a une chute des hormones, des œstrogènes, et on sait que ces œstrogènes en fait protègent en fait le cœur, et notamment par exemple si une femme a une ménopause précoce, autour peut-être de 42 ans, alors que en Suisse la moyenne de la ménopause, l'âge moyen c'est à peu près 52 ans. Et si elle a une ménopause autour de 40 ou 45, c'est vraiment important, même si elle a aucun symptôme, et ça c'est toujours assez difficile à faire accepter, de donner des hormones de substitution pour protéger leur cœur, l'os aussi, et leur donner une substitution jusqu'à l'âge habituel de la ménopause. Et là, on a vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup moins de risques cardiovasculaires. Notamment, on sait que les femmes qui ont eu une variectomie, chez qui on a enlevé les ovaires pour des raisons XY avant la ménopause, elles ont à peu près un risque de 36% de maladies cardiaques augmenté par rapport aux femmes qui ont eu une ménopause à l'âge de 50-52 ans. Donc, c'est important de les substituer, même sans symptômes. Ça, je pense que, même si c'est un message qui est assez difficile à faire passer. Donc, c'est quoi les recommandations, en fait, justement, en cas de ménopause plus précoce, ou alors si on a une ménopause à 50 ou 52 ans, en termes de substitution hormonale, quelles sont les recommandations en vigueur? Donc, vous disiez, c'est important de substituer si on a une ménopause précoce. Ouais. Ensuite, vous m'avez expliqué, il y avait aussi la balance bénéfice-risque qui s'inversait un tout petit peu. Voilà, exactement. On sait que c'est important si, par exemple, si la femme, elle vient autour de la cinquantaine et qu'elle dit qu'elle a des bouffées de chaleur, enfin des symptômes invalidants, eh bien, c'est important de discuter avec elle, peut-être d'essayer d'abord des choses un peu naturelles, certaines plantes, l'acupuncture, enfin plein de choses qui peuvent aider. Mais si elles n'arrivent pas, disons, à soulager leurs symptômes, faut vraiment pas, disons, pour des raisons de confort et de risque, ne pas leur prescrire des hormones. Et parce qu'on sait que c'est important aussi si on doit prescrire ces hormones, parce qu'on les prescrit pas pour une prévention, ni pour une prévention primaire, ni pour une prévention secondaire pour les maladies cardiovasculaires. Maintenant, on prescrit que pour des raisons de confort. Mais évidemment, si on les prescrit tôt pendant la ménopause, ça veut dire entre 50 et 55, 60, mais pas trop à distance de la ménopause, on va protéger son cœur. Alors que si une femme, elle vient à 60 ans en disant là j'ai attendu 8 ans mais là j'en peux plus, donnez-moi des hormones. Si là on lui donne des hormones, là on augmente son risque cardiovasculaire. Et une autre chose importante aussi, c'est que si on doit donner des hormones, c'est vraiment important de donner un système transdermique. Ça veut dire de donner un gel ou des patchs, mais éviter les formes orales. Avant la ménopause, on peut. Il y a moins d'effets délétères sur le cœur, mais après, pour aussi les risques de thrombose, par exemple, on pense toujours que les femmes qui ont eu une thrombose, on ne peut pas leur donner des hormones, c'est faux. Elles peuvent prendre des hormones de substitution, mais il faut préférer la voie transdermique, gel, patch, et puis si elles ont un utérus, toujours donner de la progestérone pour protéger leur utérus. Mais c'est important, c'est un peu bizarre que si on donne proche de la ménopause, ça veut dire quand les plaques d'athérome aussi
sont pas formés. Peut-être la Karen c'est mieux que moi. Mais par exemple, une femme de 40 ans qui aurait pas de plaque d'athérome encore, elle va pas avoir d'effet délétère des hormones. Et quand elle est proche de la ménopause non plus. Par contre, si elle commence plus tard, une fois que ces plaques d'athérome sont déjà formées, avec le risque de sténose au niveau coronarien ou des emboles qu'elle pourrait envoyer, ben là, on est dans le... Après, ça ne veut pas dire non plus que c'est interdit, quoi. Mais il faut vraiment discuter avec les patientes et voir aussi le bénéfice, parce qu'une femme qui dort pas toutes les nuits, qui a des bouffées de chaleur épouvantables, je sais pas, qui est une femme d'affaires, qui a tout le temps les bouffées de chaleur, ben, on peut lui expliquer. Et évidemment, bah, comme d'habitude, toujours tenir compte aussi des effets secondaires et prendre, enfin, des antécédents qu'elle a. Par exemple, évidemment, une femme qui est hyper tendue, ça n'empêche pas de donner des hormones, hein, mais peut-être de bien la bilanter chez son cardiologue et puis ben, de prendre l'attention parce que là, c'est encore pire que ça va me faire des cauchemars, là, de savoir que les 3/4 des femmes dans cette salle n'ont pas de l'attention parce que nous, on a eu un cas avec Agnès, une jeune fille de 28 ans qui est, je sais plus quel âge elle avait à peu près, entre 25 et 30 ans, qui est venue pour un contrôle. Et en fait, elle avait une tension, mais genre 20/10. Donc, je crois qu'elle est passée de mon cabinet direct à celui d'Agnès. Et en fait, on découvre des maladies rénales, voilà. Et en début de grossesse, ben, l'autre jour, j'ai vu une patiente à 5 mois de grossesse. Je la voyais pour la première fois. Elle m'a dit que son gynéco, alors que c'était une très bonne gynéco, ne lui a jamais pris l'attention. Et je pense qu'il faut vraiment que vous exigiez qu'on vous prenne l'attention. Alors, c'est vrai qu'il y a des généralistes, mais bon, comme disait Nicole, on est souvent le médecin, le seul médecin, surtout chez les femmes jeunes, parce que les plus âgées, souvent, elles vont quand même chez le cardiologue ou chez l'interniste. Mais les femmes de 30 ans, elles n'ont pas d'autres médecins et on en dépiste tout le temps. Moi, je crois que chaque semaine, j'ai au moins 3 patientes que j'envoie un peu limite en urgence chez leur médecin pour faire des contrôles de tension parce qu'elles ont une tension élevée. Après, ça ne veut pas dire qu'elles vont être traitées, mais et même chez les jeunes, même si on pense que les jeunes en début de grossesse, bon, voilà, elles sont jeunes, elles n'ont pas d'antécédents et tout, et bah, on en dépiste régulièrement. Je voulais compléter ce que tu disais. Alors, en fait, acheter un appareil d'automesure au bras. Ensuite, pour la question de quand est-ce que je mets le traitement hormonal, c'est vrai qu'on a des recommandations qui viennent de sortir nord-américaines. Il faut savoir que les Américains, il y a 20 ans, avaient sorti une étude qu'on appelait la WHI. Vous avez certainement entendu parler, où finalement c'est un traitement hormonal par voie orale, des femmes qui étaient un peu âgées, un peu rondes, avec des facteurs de risque, et effectivement, ça a tué un certain nombre de femmes. Néanmoins, les auteurs de cette étude ont eu l'honnêteté de travailler la population de femmes qui étaient un peu plus jeunes, est venue la notion finalement de fenêtre d'intervention thérapeutique. Et là, l'effet était neutre, avec un traitement par voie orale. C'est-à-dire que ça n'avait pas tué les femmes, et ça les avait pas protégées non plus. Donc, les Américains, c'est à cause d'eux qu'on a arrêté toutes les prescriptions. Parce qu'ils ont tellement fait le média, la télé, que ça a fait peur aux femmes qui ne voulaient plus d'hormones. Donc aujourd'hui, on est en train de réhabiliter le traitement hormonal, parce que aussi, il y a l'ostéoporose, ça prévient certains cancers. Alors, il y a la crainte du cancer du sein, mais avec les traitements que nous utilisons aujourd'hui, ça ne crée pas de nouveaux cancers, ça va révéler quelque chose de latent. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que pour rassurer les dames, si vous avez envie d'avoir votre traitement, qu'on est à plus de 50 ans, alors ça va aller dans le sens de la création de votre consultation en décembre. C'est-à-dire que dans le service, on a mis en place à Lille ce qu'on appelle le centre des bilans cardiovasculaire et gynécologique. Les femmes viennent le matin à 7h30, à 14h, elles sont sorties, prise de sang, et il y a il y a 2 examens qui protègent les femmes. C'est l'écho-doppler carotidien pour la sténose carotide et donc la tension, n'en parlons pas, à 200%, mais le fameux coroscanner que vous avez à la tour. Et ça, c'est pas le score calcique. Le score calcique, c'est je regarde la densité en calcium de mes artères. Et on voit ça chez les femmes plus âgées, après 60 ans. Mais les femmes jeunes, comme moi, je me suis fait le coroscan parce qu'on va dépister ce qu'on appelle la plaque molle, tu l'as très bien dit, la plaque fibreuse,
qui réduit pas la lumière de l'artère. Donc, si elle fait une écho d'effort, une épreuve d'effort, on va dire, madame, vous n'êtes pas coronarienne, mais on fait le coroscan, madame est coronarienne. Et ça, ces femmes-là, effectivement, pas de traitement hormonal quand il y en a beaucoup. Nous, on s'arrête quand il y a, on va dire, on a des scores qui vont jusqu'à 4. Et quand le score va jusqu'à 2, on autorise le traitement hormonal assorti d'un suivi rapproché, annuel, cardiovasculaire. Donc voilà, c'est pour pondérer parce que franchement, les femmes, elles sont au bout de leur vie et le fait de leur mettre le traitement à la plus petite dose, machin, et la durée de traitement, c'est Reco américaine, donc ils sont sortis en août 2022, nous disent bien que c'est un traitement personnalisé au cas par cas, un travail entre le gynéco et le cardio, donc on reparle de la transversalité, et finalement, et de la tripartite, la femme aussi, est-ce qu'elle a envie de continuer son traitement? Et finalement, c'est une discussion à 3 sur est-ce que j'ai un bénéfice? Est-ce que mon bénéfice est supérieur au risque? Est-ce que j'accepte de prendre le risque? Parce que finalement, ma qualité de vie, ils ont insisté là-dessus. Une femme qui a une qualité de vie pourrie, d'abord, elle va faire chier son mari, hein, elle va être agressive, elle dort plus, elle a de l'ostéoporose, donc elle va se casser, elle va faire l'embolie pulmonaire, il va être tranquille parce qu'elle va mourir de l'embolie pulmonaire. Donc, voilà, donc je grossis le trait. Les examens dont vous venez parler, en fait, mon mari qui a 62 ans. Avant le même généraliste, le lui a proposé, parce qu'il le voyait pour la première fois, vu que lui a changé de généraliste. Alors que moi, il me suit depuis 2 ans, j'en ai 56, il m'en a encore jamais parlé. Maintenant, vous allez lui en parler. Et mon mari m'a dit la même chose. Il est revenu à la maison, il me dit, mais c'est dingue, hein. Pourquoi est-ce qu'il ne te l'a jamais proposé? On parle du même généraliste. Ben oui, parce que vous êtes une femme. Est-ce que je peux me permettre de rebondir? Parce que là, vous avez, et j'espère qu'on vous a tous gardé, il faut que vous ayez en tête des choses extrêmement simples et je vous remercie de votre question. D'abord, je pense que vous avez eu raison de rappeler la notion de la prise de tension. Voilà. Parce que l'hypertension, c'est la petite porte de rentrée dans la maladie. D'accord? Donc, c'est juste un acte basique, fondamental, et chacune d'entre vous, et chacun d'entre vous, soyez acteur. D'accord? Et Claire en a parlé. Chacune des femmes qui participent au bus du cœur repart avec un tensiomètre qui lui est offert avec une formation. D'accord? C'est juste indispensable. Vous offrez les tensiomètres? Bien sûr. Absolument. OK? Donc, toutes les femmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais rebondir dessus parce que vous l'avez évoqué. Finalement, c'est cet écosystème entre les différentes spécialités. Je suis gynécologue, je suis cardiologue, je suis généraliste, etc. Et c'est comment faire en sorte que cette intelligence collective se construise pour que ces petits signes de rentrée dans la maladie soient connus. C'est normal, c'est un homme qui parle, ça s'éteint. C'est beaucoup moins intelligent, vous avez raison d'éteindre. Bon, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est aussi parce qu'ensemble, on aura décidé de faire bouger les lignes. Alors, il y a certes les études de médecine, mais aussi, soyez actrices et acteurs, exigez, demandez, et puis venez, lorsque vous avez votre consultation, venez en ayant préparé cette consultation. Claire insiste souvent là-dessus, sur lequel vous avez des examens, éventuellement biologiques, cliniques ou autres. Lorsque vous avez eu, éventuellement, pour certains d'entre vous qui ont eu certaines maladies, parlez de ces antécédents. Parce que les antécédents permettent d'éclairer finalement sur votre profil et de prendre au travers de ça les bonnes décisions. Puis la dernière chose, Claire en a parlé, je peux vous dire que depuis que nous avons créé la fondation, nous voyons les bienfaits du coroscanner. Le coroscanner est peut-être aujourd'hui, en termes de prévention, l'examen le plus efficace, le plus puissant, et celui qui finalement fait en sorte de faire gagner du temps à tout le monde. Parce que je rebondis sur ce que tu disais, Laurent, c'est un autre sujet, je suis désolé, mais ça rejoint. Pourquoi je crois à ce que vous faites et pourquoi on l'a fait ensemble? Parce que c'est tout le sujet de l'évolution de nos systèmes de santé totalement orienté curatif vers le préventif. C'est juste un sujet clé. D'accord? Et on est en train de parler de ça. D'accord? On est en train de parler d'écosystèmes, de pluridisciplinaire, de faire en sorte que... Mais ce sujet qui est autour de la prévention. D'accord? Donc cette prévention, elle est la responsabilité de l'écosystème de santé, mais elle est aussi de la responsabilité de chacun d'entre nous. Je vais voir mon tout-livre, je prépare,
j'ai mes antécédents, je donne un certain nombre d'éléments. Dernière chose sur le coroscanner. C'est vrai que le coroscanner, aujourd'hui, vous avez malheureusement beaucoup trop de décès par AVC. Et le coroscan est l'un des éléments et l'un des examens les plus puissants qui permettent de faire en sorte d'éviter ces décès ou en tout cas, on va dire, ces dégâts causés par un AVC qui sont souvent irréversibles. Voilà. Donc, Monsieur Dion, juste en quelques mots, oui. Uniquement en quelques mots, la prévention en entreprise. J'ai rien dit jusqu'à maintenant. J'étais très patient. Non, mais il est tellement bien formé par Claire qu'il est capable de faire une conférence à ma place. On fait quelque chose sur la prévention. Il faut les réveiller un peu parce qu'il est 8h15. Hein. Justement, je vais manager, suis Est-ce que vous vous ennuyez? Bah oui. Ah, il y a une question. Il y a Mehdi qui va aller se coucher. J'ai une question. Actuellement, dans la vie d'une femme, est-ce qu'elle devrait aller voir un cardiologue pour la première fois? Alors, en fonction, j'imagine, des facteurs de risque, l'âge, voilà. Alors, c'est la question. Il y a 3 phases. Ça rejoint notre discussion. La première contraception, c'est pas un jouet, c'est pas un bonbon. On vérifie qu'il n'y ait pas de problème. Et si la gynécologue repère de l'hypertension, elle l'envoie, parce qu'une femme jeune qui a de l'hypertension, c'est un bilan obligatoirement. Ça, c'est dans les recommandations. Une femme de moins de 40 ans, on fait un bilan approfondi. Puis la gynéco va poser les questions. Si elle apprend, par exemple, moi j'ai eu le tour avec une de mes patientes qui avait une maladie de Marfan, une maladie génétique de l'aorte, et sa mère était morte à 32 ans, son frère était mort à 35 ans, elle l'avait planqué au médecin traitant, elle a failli crever en accouchant, parce qu'elle avait sa maladie de Marfan, elle a fait une dissection. Ensuite, le renouvellement de la contraception, ben, c'est pas un bonbon, elle peut avoir une phlébite, une embolie, une contre-indication. Donc là, pareil, si on repère quelque chose, avis cardiologique pour vérifier que tout va bien, notamment aussi au niveau veineux. Voilà. Après, ça va être la fameuse grossesse. Eh bien, si la dame se plaint de symptômes cardiaques, essoufflement à l'effort, palpitations à l'effort, fatigabilité, alors qu'elle souhaite être enceinte, ben la gynéco va dire, ben attention, là, elle l'a interrogée sur les symptômes cardiaques, c'est-à-dire on va quand même faire une petite révision, une écho-cœur, on va vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à mettre en route une grossesse. Puis après, pendant la grossesse, ben les filles, elles voient s'il se passe quelque chose, il peut y avoir un double suivi cardiovasculaire et gynécologique. Et la dernière période clé, ben ça va être cette période de la périménopause, où c'est vrai nous on milite en France pour qu'il y ait des consultations longues, mieux remboursées que la consultation traditionnelle, où les gens ont le temps, ça prend une consultation comme ça, ben ça me prend 3/4 d'heure. Hein. Si on la fait bien, si on balaye tous les antécédents, les ordonnances, tout ça, ça prend 3/4 d'heure. Pas les suivantes. Et cette première consultation de connaissance et de réévaluation, c'est long. Donc, le patient lui-même prend les devants pour aller. Alors, je vais juste faire un commentaire. Dans le système suisse, vous n'allez pas d'emblée chez le cardiologue. Dans le système suisse, vous allez d'abord chez votre interniste généraliste. Oui, c'est pareil chez nous. Et puis, qui va dans un deuxième temps et puis le cardiologue va faire une partie du travail pour répondre à une question très spécifique qui va lui être posée. Mais le suivi longitudinal et tout le travail du dépistage va être absorbé par le médecin de premier recours, d'où l'intérêt en réalité d'avoir un médecin généraliste en partenariat avec les gynécologues. C'est ce que disait Nicole Antonella, c'est que de facto, c'est souvent les gynécologues qui absorbent en fait ce travail de médecin de premier recours chez les femmes. Parce qu'ils n'ont pas chez les femmes jeunes. Chez nous, en fait, les premiers recours, c'est médecin traitant ou gynéco. Ouais. En fait, chez la femme en France, le gynécologue est souvent considéré comme le médecin de premier recours. Voilà. Mais ici, le gynécologue ne va pas faire de suivi d'une hypertension, par exemple. Alors que là, je sais pas si en France, les gynécos suivent des hypertensions, mais en Suisse, c'est les internistes généralistes qui vont faire le suivi à long terme, quitte à ce que ponctuellement, ils vont demander un avis spécialisé au cardiologue. Donc, pour répondre à la question à quel âge on va voir un cardiologue, la question de l'âge, elle est très relative. Elle va dépendre une question des antécédents familiaux, de l'histoire, etc. Donc, c'est très difficile de prononcer une limite d'âge. Et puis, dans le système suisse, vous n'allez pas d'emblée chez le cardiologue, vous commencez par l'interniste généraliste ou, et bien sûr, votre gynécologue est aussi un bon interlocuteur pour guider. Juste un tout petit mot. Ce sont ces 4 femmes qui ont construit en fait cet outil de dépistage, enfin qui m'ont permis, j'ai pris des notes sur tout ce qu'elles disaient et Agnès disait tout à l'heure que toutes les complications obstétricales en fait elles faisaient pas partie des facteurs de risque officiellement reconnus et c'est grâce à ces 4 médecins femmes qu'on a pu construire cet outil de dépistage qu'on utilise ici
sur nos journées de dépistage. Maintenant, enfin bientôt, c'est ça que nous disons. Exactement. Parce que c'est tous les facteurs de risque cardiovasculaire dont elles ont parlé sont contenus dans cette artère et ne sont pas encore appliqués par tout le monde. Donc, on a construit, ça représente une artère, en fait. Chaque diamètre, comme je vous le disais tout à l'heure, est un facteur de risque. Plus le résultat du facteur de risque est mauvais, plus le point se situe à l'intérieur. À la fin du dépistage, on rejoint tous les points et ça simule le diamètre que potentiellement votre artère pourrait avoir. Et après ce dépistage, les personnes voient un médecin et on envoie chez un gynécologue, chez un cardiologue, chez un médecin interne, etc. Comme le disait justement Agnès, mais on part de quelque chose de concret. Tous les facteurs dont vous avez entendu parler ici sont représentés. Oui, j'ai une question sur cette spirale. La question serait, est-ce que c'est une question du moment sur lequel vous faites le bilan, ou est-ce que c'est une bilan qui peut aussi prendre une période beaucoup plus longue, parce qu'on peut avoir dans la vie des phases bien différentes. On a une jeunesse sportive, on rentre dans la famille, on a la grossesse, la famille, donc le stress augmente, on ne bouge plus, on a 10, 15 ans souvent où vraiment les choses se dégradent et on revient petit à petit à une vie normale, on reprend le sport ou pas, donc ça dépend un petit peu, mais je pense aussi on a des risques cardiaques très différents dans des phases de vie. De tout, là, on fait une photo, par exemple, la photo instantanée sur les mesures du cholestérol et des triglycérides, par exemple. Mais vous avez les maladies inflammatoires, par exemple, chroniques, dont on parlait tout à l'heure, qui sont des maladies au long cours. Vous avez les antécédents. Vous avez est-ce que vous avez eu des grossesses dans votre vie? Vous pouvez avoir ce bilan, être une femme ménopausée et décrire que vous avez la ménopause depuis 3 ans, que vous avez un traitement de substitution, que vous avez eu un cancer du sein, que vous avez eu une grossesse avec un diabète gestationnel. Donc, c'est à la fois une photo et à la fois une histoire qu'on raconte. C'est la question, est-ce que c'est la question de la fréquence du dépistage que vous posez? Et après, voilà, c'est un outil qui est instantané ou qui étudie la femme sur toute sa vie. Et je disais que c'était les deux. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on doit reproduire régulièrement. Je voulais juste faire un point. Récemment, dans le temps, justement, il y avait un article qui mettait en avant les risques cardiovasculaires liés aux maladies inflammatoires. Donc, c'est assez nouveau, qu'on en parle dans la presse. En tout cas, je sais que dans la recherche, ils en parlent depuis un moment. Mais toutes ces maladies qui sont finalement assez fréquentes, polyarthrite, lupus et d'autres, spondylarthrite et autres. Donc, en fait, l'inflammation chronique systémique sur des décennies, finalement, crée des problèmes cardiovasculaires et une augmentation des risques. Et puis, c'est vrai qu'on n'en parle pas et que les rhumatologues non plus. Et que, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a un article dans le temps. Oui, effectivement, quelqu'un va rebondir sur les maladies auto-immunes, qui est aussi un facteur de risque émergent. On en a déjà. Il y a ça, puis il y a aussi les traitements de ces maladies qui font grossir. Hein, il y a les traitements, certains traitements font un peu prendre du poids, donc ça accélère aussi le processus, ça active la coagulation. Donc effectivement, c'est plus les femmes que les hommes. En réalité, la notion que les maladies rhumatismales ou auto-immunes sont associées à un surrisque cardiovasculaire n'est pas si neuve que ça. La grande difficulté, c'est la mise en application dans ce genre de graphique où finalement on sensibilise, on dépiste. Alors si je fais une analogie par rapport à la patientèle que moi je vois beaucoup, c'est les suivis après pré-éclampsie, où on va trouver un cholestérol un peu haut, on va trouver, et puis on va se poser la question de savoir si on va mettre en place une statine qui a été discutée, mais toutes les recommandations qu'on a à l'heure actuelle, parce qu'on travaille avec des seuils, et aussi vis-à-vis de nos assurances, on va être très limité dans ce qu'on va pouvoir proposer. Donc on va beaucoup renforcer les approches non médicamenteuses. Des fois, on est très hésitant aussi sur la fréquence du suivi, parce que comme vous l'avez dit, c'est un suivi qui est vraiment longitudinal au cours de la vie,
Et on a un paramètre économique qui nous est beaucoup reproché les médecins, c'est qu'on nous dit qu'on coûte trop cher, mais en même temps, on n'a pas non plus les bons outils pour décider à quelle fréquence est-ce que je fais ce dépistage, à quel moment est-ce que je prescris ce traitement, comment est-ce que je le justifie vis-à-vis de l'assurance. Et tout ce travail-là d'intégrer ces facteurs de risque cardiovasculaires émergents dans la littérature, et la prochaine étape, c'est d'avoir des recommandations solides qui sont basées sur des études solides, ce qu'on appelle l'évidence, et à l'heure actuelle, qui nous font cruellement défaut. Donc, un grand outil, notre seule marge de manœuvre à l'heure actuelle, c'est de faire de la sensibilisation large. C'est renforcer les mesures hygiéno-diététiques, c'est encourager au dépistage, c'est en parler. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Après ça, dans les approches médicamenteuses, c'est là que des fois, on est parfois limité pour tout ce qui va sortir du tabac, du cholestérol et de l'hypertension. Donc ça, c'est quand même relativement bien balisé parce que c'est des facteurs de risque qu'on connaît depuis des années. Mais ça va venir. Ça va venir. C'est une dernière question, pardon. Les statines, il y avait un article encore. Après, j'arrête de répondre. Non, on est constant. Je ne sais plus où je l'ai lu, je ne sais pas si c'était dans le temps. On disait il me semble en Suisse, on est. Pour qu'on arrête de prescrire autant de statines. Alors, je sais qu'on parlait d'une population un peu plus âgée, mais qu'est-ce que... Ça tue les gens. Oui, mais vous avez fait un infarctus du myocarde, un AVC, vous avez de l'artérite. La statine, au-delà du traitement sur le mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL, a un effet anti-inflammatoire et anti-rupture de plaque. Il faut bien comprendre que la plaque de cholestérol, il y a une petite, comme un cellofray qui la recouvre, et que cette plaque de cholestérol, il y a les cellules du sang qu'on appelle les éboueurs, les macrophages, qui vont essayer de nettoyer l'artère, mais ça marche pas. Donc, ils sécrètent des substances inflammatoires et ça va faire rompre le cellofray. Et quand le cellofray se rompt, c'est l'infarctus. Et donc, la statine, non seulement elle empêche ça, mais elle évite aussi la progression de la plaque. Elle ne va pas faire disparaître complètement la plaque. Donc, quand une personne, et c'est pour ça que le coroscan est important, parce que la femme qui a ses plaques d'athérome, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus, mais moi je suis une femme, j'ai des plaques d'athérome comme ça, j'ai pas envie de crever en faisant un footing, parce qu'on m'aura pas dit que j'avais une grosse plaque à traiter et que je fais ma rupture de plaque. La mort subite pendant le sport, c'est la rupture de plaque. Hein. Vous le savez avant, vous avez le traitement qu'il faut, aspirine, statine, et si la plaque se rompt, vous êtes protégé. Et donc c'est ça qu'on veut faire, c'est éviter les morts subites. Hein, l'arrêt cardiaque, dans 2/3 des cas d'arrêt cardiaque, c'est la plaque d'athérome. Donc en fait, on a eu ça aussi en France. Le médecin qui a fait c'était sur Arte, il a fait toute une campagne anti-statine, ça a tué des gens. Alors, la prévention primaire, je te rejoins, quand il n'y a pas eu d'accident, qu'il n'y a pas de grosse plaque authentifiée, on peut s'appuyer sur l'hygiène de vie, et ça dépend si c'est ou pas une hypercholestérolémie familiale. Tout va dépendre du taux de ce mauvais cholestérol. Et donc, je pense qu'il ne faut pas généraliser, il faut faire confiance aux médecins, et il faut prendre la plus petite dose qui permette de ramener ce mauvais cholestérol en dessous du seuil. Tu parlais du seuil, c'est les mêmes hommes et femmes, là, pour le coup, en dessous de 0,7 quand on n'a pas fait d'accident, et en dessous de 0,5 quand on a fait un accident, donc c'est très bas. Et après, on peut faire des cocktails. Alors il y a d'autres traitements. On n'a pas les mêmes unités de mesure. Donc ah oui, c'est du gramme. 3, c'est du gramme. 2,6 ou 1,8. Voilà. Moi, je parle en grammes par litre. Excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est important de faire confiance et de pas forcément écouter les gens parce que les gens vont acheter de la levure de riz rouge. Mais c'est de la statine, hein. C'est une statine. Il y a d'autres traitements aussi qu'on donne par injection, mais ça, c'est l'affaire d'experts. Oui. Encore une question. Très bien. Comme le temps file, et qu'on est déjà à 20h30 et que l'apéro nous attend, peut-être juste, alors je vous demanderai vraiment d'être bref en quelques mots, mais que chacune d'entre vous... Et chacun, mais pardon, mais en fait, on va aborder au féminin pluriel, parce qu'il y a une majorité de femmes. Il y a une part féminine développée, donc voilà. Ça aussi, les noms, cela change, on va dire, c'est ça. Alors, chacun et chacune d'entre vous me disent en quelques mots le message clé qu'il faut retenir de ce soir pour le public. Alors, commençons par l'homme du panel. Si, on commence par l'homme. Allez. Je crois que le plus important, mesdames, c'est prévenir plutôt que guérir, et écoutez-vous. Voilà. Écoutez-vous. Et n'hésitez pas à faire en sorte que ce que vous avez entendu ce soir, le meilleur service que vous puissiez rendre aux personnes que vous aimez,
c'est tout simplement de le partager, l'échanger. Parce que l'un des sujets clés, c'est mobiliser, sensibiliser, informer, alerter. D'accord? Donc, il y a 3 mots que je voudrais que vous reteniez ce soir. Le premier, c'est alerter. Le deuxième, c'est anticiper, sujet de la prévention. Et on a parlé de ce parcours qui est disponible ici. Usez-en, abusez-en, j'allais dire. Puis le troisième, c'est agir. N'attendez pas d'être dans une situation par trop critique. Facilitez la vie des gens qui vous veulent du bien. D'accord? Donc, agissez et soyez actrice. Merci. La prévention cardiovasculaire, ça commence dès le premier rendez-vous chez le gynécologue. Merci, c'est en quelques mots. On connaît la validation. On aura compris le cri, l'alarme sur la tension, la d'alarme. Voilà. Oui, prenez votre tension. Non, mais je pense que c'est ça, que la prévention cardiovasculaire, elle commence déjà à 16 ans, voire avant, je sais pas, parce qu'on ne voit pas des pédiatriques, enfin des plus jeunes. Mais je pense que dès que quelqu'un va chez le gynécologue, souvent c'est le premier médecin, à part le pédiatre, et ben oui, de raconter, peut-être que les jeunes filles aussi discutent avec leurs parents, parce que souvent elles savent pas. Bon, moi je les fais venir toujours avec leur mère au début, et pour qu'elles me racontent un peu l'histoire familiale, parce que souvent à 16 ans, 17 ans, elles savent pas. Mais effectivement, comme tu disais Claire, de recueillir les antécédents, prendre l'attention et voilà, je dirais ça. Nicole, moi, évidemment, toujours la même chose, prévention, mais aussi que je rejoins tout à fait ce que monsieur a dit. Vous êtes aussi des acteurs, des actrices de votre santé, et c'est vraiment important que vous aussi, vous prenez part à ça, que vous le sachiez, que vous colportiez l'idée et aussi que vous connaissiez. Je trouve que c'est super intéressant. Moi, j'ai jamais participé à une table ronde, mais de parler, nous, on parle souvent de médecins, mais de nous confronter ensemble et que vous sachiez aussi que vous alliez dans votre consultation, vous demandez l'attention, vous demandez si vous avez des risques, quels sont les risques pour vous, vous donnez les infos concernant votre famille, enfin, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et la prévention, comme j'ai dit, très important. Alors moi, je vais compléter, mais vous avez tout dit. Donc, je vous recommande d'aller sur agirpourlecoeurdesfemmes.com. Faites Agir Cœur Femme, ça sort tout de suite. Vous allez lire les témoignages de ces femmes, ça va compléter. Des vrais témoignages avec des vraies photos. Vous avez dans les A du cœur de Thierry, alerter, anticiper, agir, des petits articles courts qui vont compléter votre besoin de vous former, de vous informer. Allez-y. Et enfin, vous avez aussi la chaîne YouTube, où là, on a mis en ligne, sur le YouTube d'Agir, des films, des émissions que nous avons pu faire avec des reportages, et ça peut compléter votre formation. Voilà, donc prenez-vous en main, et puis ramenez aussi toutes les ordonnances qui traînent à la maison pour qu'il n'y ait pas des mésusages de traitements, parce qu'on ne sait pas qu'il y a des traitements que vous avez et qui sont peut-être contre-indiqués avec ceux que nous voudrions mettre. Voilà. N'oubliez pas de dépister. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'était de mettre en commun toutes ces différentes professions et ces différents savoirs. Donc, dépister. Le dépistage genré est vraiment fondamental, et puis qu'ils réunissent tous ces facteurs-là. Et soyez acteurs, vous aussi, si c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui vous entourent. Je crois que ça, c'est important. Donc, dépister, oui. Et puis, connaissez les symptômes, par exemple, de l'accident coronarien aigu et ces symptômes, ces différences chez l'homme et chez la femme, parce que peut-être que vous vous sauverez à vous et peut-être que vous sauverez quelqu'un qui vous est proche ou pourquoi pas quelqu'un dans la vie. Alors là, il y a 2 journées de dépistage qui sont là. Merci, je ne veux pas vous... Il y a le parking est gratuit, je crois, aussi pour ce soir. Voilà. Alors, si vous voulez, je reprends la conclusion. Donc, merci à tous les intervenants, toutes les intervenantes. Merci Sylvie Lejean pour cette animation. Merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir. Et effectivement, les informations pratiques, c'est que le parking ce soir est gratuit. Vous pouvez aller voir les personnes à l'accueil et faire valider votre
tickets pour pouvoir porter gratuitement. Et il y a donc un apéritif où vous pouvez encore, voilà, si vous voulez peut-être encore discuter face à nos intervenants qui peut-être restent encore un tout petit moment, voilà, c'est la bonne occasion. Donc merci, et oui, vous avez encore les 2 dépistages si vous voulez les faire. À Genève, c'est très très plein, il faut tomber sur un moment où il y a peut-être un rendez-vous qui s'est annulé. On ouvre la consultation. Copette, c'est pas complet. Non, Copette, c'est pas complet, il reste des places. Copette, c'est pas complet, ouais. Et on ouvre la consultation. Il doit rester une vingtaine de places environ. On ouvre la consultation bientôt.